Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la tour de commandement, l'endroit où on va leur parler du commandeur, ici Thibaut. Bonjour. C'est Emeric. Voilà. Comment ça va? Au cas où. Moi ça va bien parce qu'aujourd'hui on va enfin finir notre cycle de vidéos sur l'invasion des machines. Au secours, tuez-moi. Après il y a le jour d'après. Non. Après il y a le Seigneur des Anneaux. On est reparti. Et Commander Master. Ouais mais ça va, Commander Masters, on n'aura que les decks à analyser finalement. Oui. On va faire une analyse, tu penses, de l'édition quand même? On verra. Vite fait. Peut-être. Peut-être. Mais c'est pas tout de suite. Donc on a encore le temps de voir ça. Ici on est là pour parler des cartes. Ouais. Non créatures légendaires, commandants potentiels de l'extension l'invasion des machines. Donc du coup on va vous parler de tout ce qui est intéressant dedans. Et il y a... Il y a des trucs. Il y a des trucs, voilà. On parlera peut-être beaucoup des batailles aussi. Voilà, on va devoir même... je vais faire mon judge et aborder les batailles assez rapidement sur la mécanique, d'autant plus que la première carte qu'on va aborder, c'est littéralement une bataille. Voilà, donc on commence par ça. Et ouais, donc il y a du boulot à voir. Mais avant... Les pubs. Et voici venir la phase de pub durant laquelle nous allons vous le rappeler d'aller nous suivre sur les différents réseaux sociaux, sur Facebook, sur Twitter et sur Instagram, pour avoir toutes les news, toutes les infos de la tour de commandement, savoir quand est-ce que les vidéos sortent, mais également savoir quand est-ce que nous réalisons les différents lives sur Twitch. Et si jamais vous ne pouvez pas assister au live, vous avez les archives de la tour de commandement pour voir les replays de ces lives Twitch. Nous en profitons également pour remercier les tipeurs de la tour de commandement. Sans eux, rien ne serait possible, car ils nous soutiennent financièrement chaque mois ou ponctuellement et nous permettent de continuer à investir dans les différents projets de la tour. Donc un grand merci à eux, et si jamais vous souhaitez les rejoindre, c'est dans la description de la vidéo. C'est bien, vous avez survécu aux pubs, et maintenant vous allez devoir survivre à une longue vidéo, enfin on n'espère pas si longue que ça, sur les cartes de l'invasion des machines. Et on va commencer direct avec le gros poisson. Les batailles, qui sont un nouveau type de cartes qu'on va aborder tout de suite. Bon, on y va, let's go. Ouais, c'est parti. Donc, on commence avec une bataille incolore, une bataille avec le sous-type siège qui s'appelle l'invasion de Ravnica, qui coûte 5 mana de n'importe quelle couleur. Elle a 4 marqueurs défense. Et donc du coup, fonctionnement de la bataille, au moment où un siège arrive sur le champ de bataille, choisissez un adversaire pour le protéger. Vous et les autres joueurs pouvez l'attaquer. Quand il est vaincu, exilez-le, puis lancez-le transformé. Quand le siège est pas l'adversaire. Voilà, mais non pas l'adversaire, le siège. Parce que c'est vrai que du coup on parle de bataille, mais il faudrait être plus précis, vu que le siège c'est le sous-type de la bataille. Voilà, c'est ça. La bataille est un nouveau type de permanent. Alors, il faut savoir aussi, je vais préciser avant même qu'on rentre dans le détail de ce que fait l'invasion de Ravnica, mais en gros, vous êtes toujours le contrôleur et le propriétaire, bien évidemment, de la bataille que vous avez lancée. Vous désignez juste quelqu'un pour un adversaire pour la protéger. Et derrière, évidemment, vous pouvez attaquer la bataille, même si c'est vous qui la contrôlez, d'ailleurs, c'est la première fois que ça arrive. Vous pouvez attaquer un de vos propres permanents, ce qui est normalement pas faisable. Et voilà. Alors, les autres joueurs à la table peuvent le faire également, sauf qu'ils n'ont pas d'avantage à le faire. C'est ça. Ça, on va... Est-ce qu'on parle tout de suite un petit peu du côté intérêt des batailles? Ouais, on peut, hein. On peut? On peut, dans le sens... Ben, enfin, je pense qu'on le fera une fois qu'on aura parlé de celle-là en entier, et d'essayer de comprendre pourquoi. Le seul truc, en gros, pour rester vraiment simple, au moment où vous entrez en phase d'attaque, vous pouvez donc vous désigner vos attaquants, et c'est comme quand vous dites lui il va aller sur ce Planeswalker là à la place ça va faire lui il va aller sur cette bataille. Voilà. Sachant que seul le protecteur, le défenseur de la bataille va pouvoir bloquer avec ses créatures pour défendre la bataille en question et éviter qu'elle perde des points de défense. C'est ça. Voilà. Et voilà. Alors, si jamais la bataille est détruite d'une autre manière, elle n'est pas transformée, bien évidemment. C'est uniquement si elle perd tous ses points de défense, et du coup qu'elle est considérée comme vaincue, eh bien, vous l'exilez, et vous lancez, en fait, la face recto sans payer de... C'est ça. Voilà. Donc, du coup, effet très drôle, c'est que si tu as Teferi de War of the Spark, ou un effet similaire à son passif, le siège est vaincu, il se passe rien. Oui, voilà. Enfin, sur les batailles adverses. Oui, mais alors, c'est parce que c'est pas c'est en rituel, voilà, c'est très drôle. Mais voilà. Du coup, l'invasion de Ravnica. Oui, que fait-elle Ouais, vas-y, je le lis. Vas-y.
Quand l'invasion de Ravnica arrive sur le champ de bataille, exilez un permanent non terrain ciblé qu'un adversaire contrôle qui n'a pas exactement 2 couleurs. Donc ça, c'est pour 5, ça arrive en jeu. On met les marqueurs de défense enfin, il y a les marqueurs de défense dessus, il y a l'effet qui se fait. Si une fois qu'il n'y a plus, on la transforme, et de l'autre côté, c'est le parangon du pacte des guildes. Donc c'est une créature artefact construction 5-5. À chaque fois que vous lancez un sort qui a exactement 2 couleurs, regardez les 6 cartes du dessus de votre bibliothèque. Vous pouvez révéler une carte qui a exactement 2 couleurs parmi elles et la mettre dans votre main. Mettez le reste au-dessous de votre bibliothèque dans un ordre aléatoire. Qu'est-ce qu'on en pense de tout ça? Alors l'invasion de Ravnica en elle-même, moi je trouve sympa. C'est honnête. Parce que, alors c'est vrai qu'on a quand même souvent des decks bicolores qui existent en commandeur, et que du coup avoir des cartes qui ont pile de couleurs, c'est quelque chose d'assez courant. Mais du coup ce qui est bien, c'est que si t'as des decks plus colorés, ou qui utilisent plus des cartes monocolores, bah en fait l'invasion de Ravnica peut les gérer. Donc il y a quand même une grosse majorité des cartes que vous allez pouvoir gérer avec l'invasion de Ravnica. Ouais. C'est pas mal, en plus c'est n'importe quel type de permanent, donc ça inclut les batailles, et ça exclut simplement les terrains. Donc c'est ça qui est assez cool dedans. Non, moi pour 5, je trouve que c'est assez honnête. Voilà. Tu vas gérer un truc, et là pour le coup, pour 5, tu penses déjà aussi à l'autre côté. Ouais. Parce que derrière, le fait est qu'il faut juste mettre 4 blessures, parce qu'il n'y a pas que la phase de combat en fait qui permet de retirer des marqueurs défense, c'est également toutes les blessures directes comme une simple foudre par exemple, tous les effets qui permettent de cibler n'importe quelle cible ou qui désignent spécifiquement la bataille. Bah là 4 en fait, c'est très correct. Ça a l'air de se faire assez rapidement. La plupart ont 4. Il y en a qui en ont un peu plus, il y en a qui ont un peu moins. Mais l'autre côté vaut vraiment le coup. Ouais. Bref. Mais sinon, du coup, après, le côté parangon, hormis les decks Niv Mizzet Reborn, puisque du coup, tu vas vouloir absolument avoir le plus possible de couleurs. Bah, ou alors, il faut un deck bicolore qui s'axe vraiment autour des cartes multicolores. Ouais, mais c'est rare. Enfin, c'est pas que c'est rare, mais c'est que vu qu'on n'a pas eu mécaniquement un truc qui pousse à faire ça. T'as Rien qui existe avec les créatures multicolores. L'ange Biobox de M19. voilà, mais il est Naya, mais techniquement derrière tu peux jouer beaucoup autour du multicolore, t'es pas obligé d'aller sur le tricolore avec elle. Donc ça peut fonctionner. Il y a quelques trucs comme ça qui peuvent aller. Mais sinon, oui, dans Niv Mizzet, c'est incroyable, hein, ça. Le moindre sort que tu vas lancer, tu vas pouvoir te faire une meilleure sélection, etc. Donc, de toute façon, on retrouve beaucoup le côté Ravnica. Alors après, du coup, on peut parler un petit peu du côté stratégique autour des batailles. C'est là, justement, il faut prendre en compte, par exemple, le nombre de marqueurs défense que va avoir la bataille, en fonction de son coût de mana aussi. Mais il y a aussi l'aspect politique, c'est-à-dire que l'aspect politique, c'est pas l'aspect politique, c'est l'aspect stratégique, pardon, excusez-moi. Mais en gros, tu vas filer les batailles, tu vas demander à un adversaire qui a peu de créatures d'être le protecteur. Bah, bien sûr. Ça va être systématiquement le choix. Alors, j'ai déjà vu des gens, excusez-moi, ceux qui nous suivent sur Discord, je suis désolé, mais je vais quand même le dire, parce que la réflexion était un petit peu con, mais il y a des gens qui ont dit, oui, mais en fait, le fait de mettre quelqu'un comme protecteur de bataille, alors qu'il est déjà dans le mal parce qu'il a pas beaucoup de créatures, c'est un moyen de l'enfoncer encore plus. T'es là, non, parce qu'il n'y a pas d'inconvénient, en fait, pour le joueur. C'est juste que vous allez en tirer un avantage et que le joueur ne pourra pas vous empêcher de l'avoir. C'est ça, et puis tu perds pas de points de vie, en fait, vu que t'attaques la bataille. Exactement. Enfin, le siège. Voilà, donc du coup j'étais un petit peu perturbé par cette réflexion, je me disais... Oui, parce que les gens ont l'impression qu'en fait, c'est l'acte d'attaquer qui peut aussi passer pour de l'acharnement. C'est peut-être ça aussi. Oui, sauf que comme c'est pas tes points de vie qui sont ciblés... Ouais, c'est ça, non mais oui, mais c'est pas l'acte. Et contrairement au Planeswalker, parce que le Planeswalker, c'est toi qui le joues, et du coup, tu as envie de le défendre. Mais là, la bataille, tu te dis, bon, bah il en tirera un avantage, mais ça me désavantage pas, ça l'avantage lui. Ça a l'avantage le propriétaire. Donc c'est vraiment... Après, à voir si les batailles auront un vrai impact sur le format en multi. On en reparlera peut-être à la fin. Ouais. Pour essayer de voir un petit peu après tout ça. Là, ça fait déjà beaucoup de temps pour une seule carte. Bref, passons. Qui est bien. Le blanc. Le blanc. Allez, je me lance. Vas-y. Alors, on commence direct avec maman. L'autre maman, Elspeth l'Archange, un Planeswalker légendaire Elspeth qui arrive pour 4, dont 2 blancs, avec 4 marqueurs loyauté. Elle a 1+1 qui crée un jeton de créature 1/1 blanche soldat avec le lien de vie. Elle a un -2 qui met 2 marqueurs +1/+1 sur une créature ciblée et elle devient un ange en plus de cet autre type et acquiert le vol. Et le -6, renvoyer sur le champ de bataille toutes les cartes de permanent non terrain avec une valeur de mana inférieure ou égale à 3 depuis votre cimetière.
C'est fort, hein. Pas mal, hein. C'est pas mal, hein. Ouais, non, elle est bien. Elle est bien. On garde toujours cet esprit de Elspeth qui joue avec les jetons. Là, ouais. Elle est vénère, hein. Et j'aime beaucoup le -6 qui est un écho au -4 de Sun Champion qui détruisait tout ce qui était à 4 ou plus. Là, ça ramène tout ce qui est à 3 ou moins. Ouais. Tu vois, je trouve ça rigolo. Je sais plus si c'était la force ou le coup de mana. Ouais. C'était la force? Il me semble que c'était la force. Je sais plus, ouais. Ça devait être la force. Ouais, voilà. Mais voilà, Elspeth qui continue encore à jouer avec avec du jeton, quoi. Le -2 est vraiment fort. Hein. Bah, le -2, il fait écho à l'histoire avec Serra, etc. Voilà, et Archange, c'est pas pour rien. Oui, vous irez voir la story, les gens, si c'est pas déjà fait. Mais ouais, c'est assez intéressant. Moi, je la trouve vraiment forte. Parce qu'en fait, du coup, elle peut être jouée dans un deck un petit peu go wide, avec son jeton. Ouais. Et elle peut être jouée dans un deck un peu plus go tall, avec une création d'évasion avec le -2. Et t'es là, du coup, il y a une flexibilité que j'aime beaucoup. Tu mets ça dans un deck Voltron. Ouais. Oh putain, dans un deck Voltron. Tu cibles ton commandant. Ah ouais, deux marqueurs, t'es un ange, et en plus t'as le vol. Paf. Allez, vas-y, va mettre des pains. Genre au hasard, Sveltepath. Ouais, par exemple. Non, mais et le Planeswalker est pas cher. Elle coûte que 4. Elle se protège dès qu'elle arrive, et en plus, c'est sa capa plus. Tu vas faire un... Non, c'est cool. Et éventuellement, si t'as des volants en face, tu peux faire le -2 pour avoir un bloqueur en vol. Exactement. C'est magnifique. Elle est vraiment géniale. La carte suivante, c'est la Valkyrie Porte-Faveur, créature ange et guerrier, 4/4 pour 5, dont 2 blancs. Elle a main forte, donc quand cette créature arrive sur le champ de bataille, mettez un marqueur +1/+1 sur une créature ciblée. Si c'est une autre créature, elle acquiert les capacités suivantes jusqu'à la fin du tour. Vol, initiative, lien de vie. Ouais. Alors, le main forte, moi j'apprécie la capacité. Bon, elle est rigolote. C'est pas valable avec toutes les mains fortes qu'il y a dans le set. Je vous assure tout de suite, il y en a qui sont très oubliables. Ouais. Voilà. Mais ici, en fait, ce qu'on apprécie, c'est vol, initiative, lien de vie qui peut être donné à une autre créature avec un petit marqueur en plus. Ouais. Donc là, c'est quand même des mots-clés qui sont assez importants. C'est ça. C'est de l'évasion, du bon boost pour le combat, du tempo. Enfin, sur une créature peut-être même plus grosse que la Valkyrie, complètement. Ça défend des culs, quoi. Complètement. Puis ça reste un ange, donc voilà, pour les tribal anges, amusez-vous. C'est pas excessivement cher non plus. Non. 5 mana, c'est très 5 mana en fait, 5 mana, même pour juste si elle avait pas main forte, ça restait bien. Ouais. Là, tu on peux aurait lui peut-être mettre... pas parlé. On aurait peut-être pas parlé. Ouais, oui. Le main forte aide beaucoup, quand même. Oui. Voilà. C'est une mécanique du set aussi. Ouais. La carte suivante, c'est la duelliste de la Légion du Crépuscule, une créature vampire et soldat qui coûte 2, dont 1 blanc, c'est une 2/2. Elle a la vigilance, et à chaque fois qu'au moins un marqueur +1/+1 est mis sur la duelliste du Crépuscule, piochez une carte, cette capacité ne se déclenche qu'une seule fois par tour. Très fort. Très bien. Elle a une vibe de vampire accueillante, tu sais. Ces trucs où c'est un petit vampire, ça coûte pas trop cher, c'est en blanc, ça permet de piocher. Bon, là, c'est qu'une seule fois par tour. Mais tu vois, par exemple, je pensais à jouer ça avec Latiel. Tu sais, la licorne, qui dit qu'en fin de tour, s'il y a eu des points de vie qui ont été gagnés, tu peux mettre un marqueur +1/+1 sur une créature. Okay. Du coup, la duelliste tombe parfaitement si tu mets en Soul Sisters. Tu vois un petit peu le... Non, ça c'est tourne setup bien. un peu à la con. Ça marche bien avec main forte. Ça marche bien avec beaucoup de choses finalement. Donc, Puis marqueur, le blanc est très marqueur depuis quelques temps, donc ça fonctionne bien. Non, j'aime beaucoup. J'aime bien le design, elle coûte pas cher. Bon, elle est vigilante, tant pis. Elle a pas d'initiative. Ce qui est con parce que regarde, en plus, elle a des petites épées. Ouais. La vigilance, c'est bien aussi en commande. Oui. La carte est bien. Avec Markov, tu pioches. Enfin, dans le deck Edgar, tu pioches. C'est vrai. La carte suivante, c'est la gardienne de Ghirapur, créature ange 3/3. Pour 2 et 1 blanc, elle a le vol. Quand la gardienne de Ghirapur arrive sur le champ de bataille, exilez jusqu'à une autre cible créature ou artefact que vous contrôlez, renvoyez-la sur le champ de bataille sous le contrôle de son propriétaire au début de la prochaine étape de fin. Un mauvais Restoration Angel. Ouais, moins cher. Le truc, c'est qu'on est sur du Blink retardé, comme d'habitude, qui arrive en étape de fin. Ça flash pas. Ouais, donc elle flash pas, donc du coup, elle se fait pas n'importe quel moment, c'est uniquement pendant ton tour. C'est vraiment bizarre, ouais. Après, il y a de l'intérêt. C'est pas non plus extrêmement mauvais. Tu peux en faire quelque chose, mais c'est juste... Tu peux pas vraiment en abuser, en fait, à 200%. C'est pas de la protection. Oui, non, mais bien sûr. C'est pas un truc qui te permet de blinker sur l'instant, donc il y a beaucoup de restrictions, mais c'est un effet qui fait du blink pour 3. Ouais. Voilà. Mais ouais, je suis d'accord avec toi. Il y a du pour, il y a du contre. Probablement des jeux qui seront très contents de jouer ça plutôt que des cartes un peu plus fortes. Oui. Voilà. Ou de l'avoir en complément. Et c'est un ange.
Et c'est un ange, encore une fois, pour 3. Il y a une Giada qui va être contente. La carte suivante, c'est la chevalière errante d'Eos, une créature humain et chevalier qui coûte 5, dont 1 blanc. C'est une 4/4 avec la convocation, c'est-à-dire que les créatures peuvent s'engager pour payer soit du mana générique, soit du mana de la couleur de la créature qui s'engage. Et quand la chevalière arrive sur le champ de bataille, regardez les 6 cartes au-dessus de votre bibliothèque. Vous pouvez révéler jusqu'à 2 cartes de créatures avec une valeur de mana inférieure ou égale à X parmi elles, X étant le nombre de créatures qui ont convoqué la chevalière. Mettez les cartes révélées révélées dans votre main, puis mélangez. Ouais, bah c'est beaucoup de texte, mais en même temps, ça fait pas mal de trucs. 6 cartes, c'est quand même pas mal, en fonction de comment tu vas le jouer. Bon, c'est un chevalier, attendez-vous à avoir des decks chevaliers arriver dans pas longtemps. Aussi. C'est un humain aussi, attendez-vous à avoir des decks humains arriver dans pas longtemps. Ouais, les dents de tribus qui ont souvent des coups à 2-3 pour être intéressant. Ouais. Du coup, t'engages 2 ou 3 créatures, tu payes 2, elle arrive en jeu, t'as son effet sur 6 cartes, il y a moyen d'en trouver au moins 2. C'est ton haut de curve dans ton deck, hein, t'iras pas beaucoup plus haut que 5 de toute manière. Donc, tu vois, faut pas se sentir obligé, si tu veux, d'engager 5 créatures. Non, ça que je veux dire. Forcément. En fonction de ton deck, c'est pas forcément utile. C'est ça. Et moi, ce que je vois aussi, c'est qu'elle les met en main, elle les met pas en jeu non plus. C'est pas sur... Ça aurait pu être un bon payoff de se dire, on convoque et du coup, on va récupérer des créatures qu'on va mettre directement en jeu. Et comme c'est aléatoire sur 6 cartes au-dessus de la bibliothèque... Alors là, ça aurait été vraiment fort, par contre. Ça aurait été vraiment fort. Mais du coup, vu que t'as cette option aussi de ne pas engager de mana, en fait. Donc le mana que t'as pas utilisé, tu vas pouvoir l'utiliser pour pouvoir jouer des cartes après. Donc c'est pas... Enfin, 2 créatures. Donc c'est pas si déconnant que ça. Non. Bonne carte. Ouais. À tester. La carte suivante, c'est l'éveil Phyrexian. C'est un enchantement qui coûte 3, dont 1 blanc. Quand l'éveil Phyrexian arrive sur le champ de bataille, incubez 4. Bon, maintenant les incubateurs, on sait ce que c'est. Créez un jeton incubateur avec 4 marqueurs sur lui. Ça. Pour 2, vous le transformez en 0/0 créature artefact Phyrexian. Les Phyrexians que vous contrôlez ont la vigilance. Voilà. Simplement. Je suis pas un fan de l'incubation. Voilà. Je l'ai dit depuis un petit moment. Mais par contre, les Phyrexians, la vigilance, c'est pas mal, hein. C'est propre. Avec tous les errata qu'il y a eu, oui, il y a beaucoup de Phyrexians. Ça rend le truc. Bon, tout ça, on l'a déjà dit dans le 20 août. Vous pouvez jouer dessus avec l'infection, etc. Donc c'est quand même infection plus toxique, poison, enfin en général, quoi. Ça fonctionne bien aussi. Parce que c'est quand même une stratégie qui est très all-in à chaque fois quand vous jouez poison. Tu te mets souvent un poil pour être obligé d'attaquer et d'aller mettre les points là où il y a besoin d'être mis. Donc, la vigilance, c'est essentiel. Ouais. La carte suivante, c'est encore un Phyrexian. C'est le censeur Phyrexian, celui-ci. Un Phyrexian et sorcier 3/3 pour 3, dont 1 blanc. Aucun joueur ne peut lancer plus d'un sort non Phyrexian par tour. Et les créatures non Phyrexian arrivent sur le champ de bataille engagées. J'adore cette idée d'avoir une pièce de Stax anti-Phyrexian. Enfin, Phyrexian, du coup. C'est super drôle. Pour tous les decks Stax, ça va être... Enfin, Stax/8bear, ça va être vraiment bien. Ouais. Parce que, du coup, même si toi, tu te dis, bah tant pis... Enfin, genre, il y a plein de decks qui jouent déjà Autorité de la Loi, tu vois, ou les Eidolons de la Rhétorique. Donc, en fait, on en a un de plus. Donc non, j'aime bien. Il n'y a pas grand chose à dire de plus. La carte est bien dans ce qu'elle doit faire, c'est-à-dire empêcher les gens de faire n'importe quoi. Ouais, et puis moi je pense dans les jeux Phyrexian, Tribal Phyrexian, Poison et tout, c'est quand même assez stupide. D'autant plus qu'en dehors du côté stack, surtout, faire arriver les non-Phyrexians engagés, t'es là, mais c'est exactement ce que tu veux quand tu joues Poison. C'est ce que j'allais dire, ouais. Ou quand tu joues bien aggro, etc. Et le côté tribal, c'est souvent un peu ça. Hein, ça te fait gagner le tempo dont t'as besoin. Ça laisse de la place, en fait, parce que du coup, les créatures vont arriver engagées, donc tu vas pouvoir retaper derrière. Donc, surtout, ça incite les adversaires à ne pas attaquer, parce que sinon, ils n'auront pas l'occasion de poser des bloqueurs sur le tas derrière. C'est vrai. Non, la carte est bien. Waouh. Le suivant, l'Exarque Progéniteur, qui coûte XX et un blanc, créature Phyrexian, chat et clair, 1/2. Quand l'Exarque Progéniteur arrive sur le champ de bataille, incubez 3x fois. Et ensuite, on l'engage pour transformer un jeton incubateur qu'on contrôle. La difficulté que tu as eu à le prononcer, ça énonce déjà le problème. Ouais. Incuber 3x fois, t'es là, ok, d'accord.
Donc du coup, vous pouvez le lancer pour un blanc et juste avoir une 1-2 qui permet de transformer un incubateur, donc ça vous évitera de devoir payer les mana pour les transformer. Tu peux payer 3 pour incuber une fois, tu peux payer 5 pour incuber 2 fois, et ainsi de suite, et ainsi de suite. C'est... ouais. C'est ok. En fait, moi j'aime bien le côté transformation gratuite dessus, pour un mana c'est cool. Là où sa capacité à incuber plusieurs fois, bah, c'est vraiment si t'as besoin de builder un board et si tu veux vraiment jouer autour de ça. Ça te file une 3-3. Hein. Oui, bien sûr. Une 3-3 à retardement. Oui, bien sûr. Ouais. C'est intéressant. Qu'est-ce qui se passe si tu as une procession consécratrice? Il y a aussi les marqueurs? Oui, ils ont toujours les marqueurs. Ok. Voilà. Procession consécratrice est un effet de remplacement qui fait que vous modifiez le nombre de jetons que vous allez créer, mais pas les éléments qui y sont liés. C'est-à-dire s'il y a des marqueurs sur le jeton que vous êtes censé créer, il y en aura autant sur chacun des marqueurs, sur chacun des jetons que vous allez créer. Non, voilà, deck tribal, Phyrexian, si vous voulez profiter un petit peu de la mécanique incubateur, c'est cool. La carte suivante, elle aime bien aussi incuber, mais elle aime pas faire que ça. C'est la fin du soleil, c'est un rituel qui coûte 5, dont 2 blancs. Exiler toutes les créatures, incuber X, X étant le nombre de créatures exilées de cette manière. Ouais. La vache. Tu fais un seul gros... Bah, c'est un rappel à la... Renaissance Phyrexiane. Renaissance Phyrexiane. Sauf qu'elle détruisait les créatures, elle les exilait pas. C'est ça, mais t'avais une XX. Et là, ça coûtait 6, donc là, ça coûte un de moins. Mais t'incubes. Donc du coup, il faut transformer derrière. Ouais. Sympa. C'est marrant. C'est la petite phrase du cycle. Enfin, après, pour moi, un exil de toutes les créatures, ça sera beaucoup plus intéressant qu'une Renaissance Phyrexiane là-dessus. Là, il n'y a pas photo. Après, il faut pas que vous ayez peur de perdre vos propres créatures. C'est toujours pareil. Hein. Moi, je suis toujours un petit peu... Je vais pas dire dubitatif, mais je suis prudent sur l'utilisation des exils de masse parce que faut rappeler que vous aurez, si vous avez besoin vraiment de pièces essentielles sur votre board, l'exil de masse, vous allez toujours hésiter à l'utiliser si jamais il y a déjà des pièces sensibles pour vous. Ouais, mais tu vois, genre quand il y avait descendre sur les pêcheurs, ça a été longtemps joué. Et pourtant, ça a exilé. Oui, mais c'était une autre époque. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. C'était une autre époque, malheureusement, je l'ai connue. C'est vrai. Mais ouais. La carte suivante, c'est le déferlement du salut. C'est un éphémère qui coûte 1 blanc. Vous et les permanents que vous contrôlez acquérez la défense talismanique jusqu'à la fin du tour. Prévenez toutes les blessures que des sources noires et ou rouges devraient infliger à des créatures que vous contrôlez ce tour-ci. Alors ça, c'est une carte d'un cycle, et il me semble que c'est la seule du cycle dont on parle dans cette vidéo. Ouais. Je voulais qu'on parle de la bleue, mais en fait, non. Je suis même pas sûr qu'on a... Il me semble qu'il y a que celle-là qui est dans le... Voilà, donc c'est un cycle de cartes, en fait, qui a des effets contre ou si jamais les couleurs opposées, ennemies, en fait, sont présentes à la table où on a joué des sorts, etc. Mais honnêtement, en fait, il y a trop de choses sur cette carte pour pas qu'on en parle. Parce que la défense talismanique, déjà, pour vous, c'est quand même assez essentiel. Les permanents, en plus, bah, c'est pas mal du tout. Le coût, le fait d'être éphémère, bien sûr, c'est très intéressant. Et en plus, la prévention des blessures, même si c'est que... Oui, même si c'est que sur le noir et le rouge, bah, en fait, c'est pas mal du tout. D'autant plus que c'est n'importe quelle source, c'est pas uniquement des créatures. Donc, c'est-à-dire une vrasse, par exemple, ou un acte blasphématoire. Bah, en fait, déferlement du salut... Bah, vous sauve d'un acte blasphématoire, vous gardez votre board. Ce qui est super intéressant. Du coup, je pense que c'est une bonne carte quand t'as beaucoup de créatures. C'est ça, moi quand on l'a vu, je me suis dit, en fait, c'est un contre en blanc. Parce que souvent, quand tu joues blanc, t'as un board et t'as envie d'essayer de le protéger, quoi. Donc, bonne carte. C'est une très bonne carte. La carte suivante, ben, on va passer aux batailles, voilà, qu'on a traité à part, à la fin. Donc la carte suivante, c'est l'invasion de Gobakan, une bataille siège qui coûte 2, dont 1 blanc. Elle arrive avec 3 marqueurs défense. Évidemment, vous allez choisir un protecteur quand elle arrive en jeu, tout ça, comme d'habitude. Quand elle arrive sur le champ de bataille, regardez la main d'un adversaire ciblé. Vous pouvez en exiler une carte non terrain. Tant que cette carte reste exilée, son propriétaire peut la jouer. Un sort lancé de cette manière coûte 2 de plus à lancer. C'est pas la carte qui existait en Strixhaven, là? Si, on en avait une déjà. Qui faisait ça. Ouais, on en avait déjà une comme ça qui existait. J'aime bien ce genre d'effet. Et du coup, de l'autre côté, c'est le déploiement de bouclier de lumière, un enchantement qui dit que, au début de votre étape de fin, mettez un marqueur +1/+1 sur chaque créature qui a attaqué ce tour-ci. Et sacrifiez le déploiement de bouclier de lumière, les créatures que vous contrôlez acquièrent la défense talismanique et l'indestructible jusqu'à la fin du tour. Pas mal.
C'est le plan de Théo, celui-là, il me ouais, semble. Ouais, voilà. Il est derrière. Ouais, là, on le voit derrière, là, sur la photo, regarde. Il fait des formes géométriques. C'est pas mal, hein, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Alors, disons que le côté invasion en multi, c'est pas si foufou que ça. Ça permet de retarder un petit peu certaines cartes. Voilà. Ouais. Mais il y a que 3 points à mettre. C'est très peu. Et après... Et il coûte que 2. Et après, t'as ton truc où t'es là, j'ai une carte, moi je suis pas là. Hein. Enfin, je protège mon board, merci, bisous. Enfin, je trouve ça vraiment bien. Hein. Ouais. Toujours pareil dans cette optique de les decks swarm. Hein, Ouais, de toute façon, je pense que d'un côté, les batailles s'y prêtent beaucoup. Ouais. Avoir un deck qui a beaucoup de créatures ou qui a une certaine quantité, c'est vrai que ça s'y prête pas mal. On le verra avec le rouge. On en parlera avec le rouge, ouais. C'est pas trop mal. Mais ouais, c'est une bonne carte. C'est une bonne carte. L'invasion suivante, c'est l'invasion de Terros. Donc pareil, bataille siège qui coûte 3 dont un blanc. Elle arrive avec 4 marqueurs défense sur elle. Quand l'invasion de Terros arrive sur le champ de bataille, cherchez dans votre bibliothèque une carte d'aura, de dieu ou de demi-dieu. Révélez-la, mettez-la dans votre main, puis mélangez. Bon, c'est un tuto. Et de l'autre côté, on a Ephara, celle qui protège, créature enchantement légendaire dieu, c'est une 4/4. Ephara, celle qui protège, a le lien de vie et l'indestructible tant que vous contrôlez au moins 3 autres enchantements. À chaque fois qu'un autre enchantement arrive sur le champ de bataille sous votre contrôle, piochez une carte. Donc du coup, c'est une entité colorée blanc-bleu, vous ne pouvez pas la jouer dans un deck mono-blanc. Voilà, ou dans un deck qui ne contient pas de bleu. Je peux pas le jouer dans Sveltepath. Malheureusement. L'invasion de Terros, pour commencer par la phase recto, j'aime beaucoup. C'est un tutor qui est... Alors, vous allez avoir beaucoup envie de le jouer dans un deck Voltron, probablement. Puisque bon, Aura, moi, ça me parle tout de suite. Hein, t'as envie de jouer ça dans un petit Voltron. Dieu, en plus, je viens de penser que... Le deck Ezika, les decks Ezika dieu tribal. Oui, tu peux faire les dieux tribal. Et il y a aussi autre chose, on parlait de Voltron. Il y a Alvar aussi, qui est un dieu. C'est vrai. Ah, c'est vrai. T'es là? Bah oui, il y a les dieux de Kaldheim aussi. Oui, mais parce que je joue pas Voltron équipement, je joue Voltron Aura, donc c'est pour ça. Mais oui, pas bête. Ouais, t'as les dieux en demi-dieu, de toute façon, à part les 5... T'as Daxos, ouais, mais à part ces 5 là, il y a que les 5 là. Il y a que les 5 là. Voilà. Mais non, mais c'est pas mal du tout. J'aime bien. Les dieux, il y en a des intéressants, les auras, t'as envie aussi, donc ça coûte que 3, donc c'est tout à fait correct. C'est ça. C'est une bataille à 4, donc t'es là, bah oui, ça va. Surtout si tu veux jouer Voltron, c'est probablement que t'as une bête qui est déjà un peu renforcée. Et alors par contre, Ephara, faut qu'on en parle parce que elle est forte, hein. J'aime beaucoup le fait que cette fois-ci, pour les dieux de Terros, notamment pour Ephara, ils aient pas donné automatiquement indestructible, mais en fait qu'il y a une condition à remplir pour qu'elle l'ait. Ça, j'aime beaucoup. Enfin, 3 autres enchantements, ça oui, va. Ça va, c'est pas non plus excessif. Non. Mais ce qui est très drôle, c'est que du coup, les cartes que tu vas chercher avec l'invasion de Terros sont forcément des enchantements. Oui. Voilà, dans tous les cas, enfin, sauf si tu vas chercher un bar. Les dieux de Kaldheim. Oui, bah faites pas ça, jouez pas à cette... Ou les jouez pas cette carte. Ou les dieux d'Amonkhet. Non, mais j'aime beaucoup le design de Ephara. Puis l'effet, en plus, à côté, constellation, pioche une carte. Ouais, bah non, mais c'est bien. Hein. C'est vraiment bien. Hein. Bah, pour les decks Aura, et pour les decks... C'est quoi, comment elle s'appelle? Bruna, ouais, en blanc-bleu. Sinon, tu peux jouer Tuvasa, en blanc-bleu. Ah oui, classique. Voilà, tu joues comme ça. Mais c'est super intéressant. Ouais. On passe au bleu maintenant. Ouais. Oh mon dieu, on commence avec cette carte-là en plus. Elle est trop bien. On commence avec le requin à cause de la milice de Chrome. Putain, le nom qu'il a, quoi. Il est trop bien. Une créature Phyrexian et requin qui coûte 3, dont un bleu. C'est une 2/4 vol. À chaque fois que vous lancez un sort non-créature, incubez X, X étant la valeur de mana de ce sort. Sharknado 2, le retour des requins de métal. Alors... C'est terrible. On s'en rend peut-être pas trop compte là, mais ça veut dire que genre même tes artefacts, en jouant ton petit caillou, bah tu vas incuber. Ouais. Et c'est là qu'on s'est rendu compte qu'en fait c'était quand même assez fort, tu peux vraiment la jouer dans un deck Arthos, parce que de toute façon le jeton incubation c'est un artefact. Ouais. Donc tous tes trucs où tu vas avoir des ETB d'artefacts, ça semble intéressant. J'aime beaucoup ce truc, ce requin de métal volant. Les Phyrexians ont réussi à faire un Shark Typhoon plus drôle que Shark Typhoon, enfin... Oh, c'est vrai que c'est assez amusant, l'incubé X c'est marrant derrière, puis même c'est une bête, enfin moi je t'avoue que pour 3 mana je m'attendais pas à ce qu'il fasse cet effet là, qu'il aurait peut-être coûté plus cher. Ouais. C'est bizarre. Ah, après c'est une créature, c'est pas un enchantement contrairement à l'autre. Oui. Voilà, c'est ça aussi. Mais, c'est cool. Ouais, non, il y a un potentiel. Il lui manquait peut-être le recyclage. Parce que l'autre se recyclait. Voilà. Carte amusante, rigolote, je pense qu'elle peut être vraiment jouable dans le bon deck.
dans le deck plus basé artefact que juste sort non créature, je pense. La carte suivante, c'est compléter le circuit. C'est un éphémère qui coûte 5 et un bleu, qui a la convocation. Vous pouvez lancer les sorts de rituel ce tour-ci comme s'ils avaient le flash, et quand vous lancez pour la prochaine fois ce tour-ci un sort d'éphémère ou de rituel, copiez ce sort 2 fois. Vous pouvez choisir de nouvelles cibles pour ces copies. Et dessus, il y a Quinto. Il devient un Planeswalker. Waouh. C'est stylé. Enfin, je suis perdu. Expropriate. Cette carte, ouais, mais cette carte, je suis perdu parce que elle est intéressante vraiment si t'arrives à la convoquer quasiment à 100% et que t'as du mana en plus derrière. Ou des réductions de sorts. Wow, si t'as des réductions de sorts et admettons t'as ta Baral et un électro-ancien, tu vois, donc déjà ça coûte 2 de moins, tu vas juste engager les deux, donc en fait tu vas pouvoir jouer le sort pour 2 voire 0 quoi, enfin... Mais ça a une tête à être joué dans Spellslinger, tu vois. Ouais, après c'est fat, hein. Mais après tu la joues aussi avec un Spellslinger qui crée des jetons, voilà, Kikar, etc. Eh ben, vous êtes forcément... vous allez forcément réussir à créer les jetons avec vos éphémères rituels précédents pour réussir à utiliser et compléter le circuit correctement. Mais c'est juste... Ça sent à plein nez comme quoi ça peut vraiment être une grosse carte, mais il faut que le deck soit bien adapté pour la jouer. Voilà. Tu fais ça, tu joues ça dans Kikar, et après tu fais Crackling with Power, en ayant sacrifié les tokens que t'as pour augmenter le coût de X. Ah bah oui, bien sûr. Non, mais c'est pas forcément très compliqué à faire. Hein. Non, c'est juste. C'est une bonne pièce pour un truc qu'on sait que ça fonctionne déjà, quoi. Bah, ça va être jeton Spellslinger, parce que tu peux jouer aussi dans Magnus. Ah oui, oh putain. L'autre là de All Will Be One, la IZ, qui fait autant de gobelins. Ovika, ouais. Mais pareil, voilà, c'est... Il y a quelque chose autour, mais par contre, c'est dans certains decks précis, ça va être plus ou moins... Ça va être axé créature et Spellslinger en même temps. Mais par contre, ça sent le truc fat quand vous arrivez à le jouer. Ah oui, les gars, ils vont devoir engager les créatures, il fait, je vais mettre compléter le circuit sur la pile. Oups. On fait un truc ou pas? Non, par contre, si tu te fais counter alors que t'as engagé toutes tes créatures, t'es pas dans le mal, hein. Si t'as engagé tes créatures, c'est que t'avais peut-être une possibilité de pouvoir lancer le sort que tu voulais quand même lancer, donc en fait tu t'es pris un contre sur compléter le circuit. Tu te dis je vais quand même pouvoir exproprier derrière, c'est pas très grave. Après c'est un éphémère aussi. La carte suivante, c'est un érudit Ferry, une créature peuple fée, gredin, 2-1 pour 2, dont un mana bleu. Elle a le flash, le vol, et à chaque fois qu'un adversaire pioche sa deuxième carte à chaque tour, vous piochez une carte. Et pour 4 dont un bleu, chaque joueur pioche une carte. Alors, dans les decks Spellslinger, c'est bon. Dans les decks Groupug, c'est bon. Enfin, il y a énormément de place où ce truc rentre. Ça me rappelle un peu le Ledger Shredder. Deck Will, deck KO, avec la Teferi's Puzzle Box. Ouais. Mais ça me rappelle juste le truc de Ledger Shredder, là, de Capenna, qui est un peu le même genre. Ouais, en plus, là, lui, il flash, enfin... Là, non, mais il est pas mal du tout. Il est pas mal, hein. C'est une bonne carte. Après, voilà, c'est une bonne carte de value, et vous allez peut-être pas la jouer contre... Enfin, dans n'importe quel deck. Je pense que vous allez jouer dans les decks qui sont quand même relativement puissants, qui sont déjà à un petit niveau, où justement les adversaires ont tendance à piocher plus, à essayer de tirer plus de value en fait. Parce que bon, un peu à la manière de l'agent d'opposition, un peu moins fort bien évidemment, bien sûr. Mais voilà, ça s'adapte pas à tous les niveaux. Je veux dire, si vous jouez un deck préconstruit pépère, ah oui, non. T'es là, Érudit Ferry, ça va fonctionner très peu en fait. Ou alors vous allez devoir utiliser le mana pour faire piocher chaque joueur. Et vous n'avez pas forcément envie d'utiliser votre mana pour faire piocher tous les joueurs. Vous allez plutôt attendre que les joueurs le fassent eux-mêmes. Voilà. La carte suivante, c'est le colporteur de présage. C'est un céphalide des conseillers qui coûte 1 bleu. C'est une 1-1. Engagé, ajoutez un mana incolore et un mana bleu. Ne dépensez ce mana que pour activer des capacités. Ouais. C'est intéressant. Oui. J'aime bien, moi, de plus en plus, on voit des créatures bleues qui te donnent du mana, qui sont faits que pour certaines choses, notamment, souvent, c'est lancer des sorts. Là, activer des capas, c'est cool. On a déjà eu pour les artefacts, pour les éphémères rituels. C'est ça. Là, pour les capas, c'est assez... Ça te permet d'activer ton... Comment il s'appelle? Ça te permet d'activer le sceptre isochronique? Oui, aussi. Ah la vache. Pour Dramatic Reversal. Wow, allez, c'est parti. C'est bien, voilà, on a une nouvelle carte qui combatte avec. Il coûte que 1. Et qui n'est pas un caillou. En plus, donc du coup... Là, what? Non, en vrai, c'est bien, hein. Il est bien, colporteur de présage. Ouais, c'est bien, c'est pas mal.
La carte suivante aussi, elle est pas mal non plus, c'est voir double, un éphémère qui coûte 4 dont 2 bleus. Ce sort ne peut pas être copié, parce que sinon il y aurait des problèmes. Oui. Choisissez l'un. Si l'adversaire a au moins 8 cartes dans son cimetière, vous pouvez choisir les deux. Le premier, copier un sort ciblé, vous pouvez choisir une nouvelle cible pour cette copie. Et le deuxième, créer un jeton qui est une copie d'une créature ciblée. J'adore la clause, ce sort ne peut pas être copié. Ouais, non, il y a une raison là. Oui, bah oui. Faut arrêter. Je le mets en pile, il va se copier lui-même. Ouais. C'est très bien, c'est très bien. On aime beaucoup toujours en éphémère pouvoir faire des copies de jetons. Ouais. Enfin, des jetons de copie plutôt. Ouais. Puis après, copier le sort ciblé, on sait déjà à quel point ça fait des bêtises avec les decks. Surtout que maintenant qu'on a Magecraft. Puis l'avantage, c'est que c'est pas uniquement un sort ciblé que tu contrôles. Oui. Ça fait une grosse différence parce que quand vous pouvez copier un sort qui a un impact fort dans une partie de la part d'un adversaire... Je lance Expropriate. Tu lances Expropriate, bah très bien. Moi, je vais lancer Expropriate aussi. Je le lance avant. Non. Tu le lances avant, mais du coup, tu fais tes sorts, tu fais tes tours après. Ah merde, ça fait chier. Ah ouais, parce que tu le résous en premier. Non, parce que tu joues le truc qui dit que tu changes le sort du tour. C'est quelle carte qui faisait ça? C'était un truc en Ixalan, non? Non, mais ça change rien en plus. Non, pas en Ixalan, en... C'était dans Commander 2019. Oui. Ouais. Change l'ordre du tour. La carte suivante, c'est le message transcendant, ça coûte X et 4 bleus, ça a la convocation, piochez X cartes. Ouais, bah si vous jouez, comme on disait tout à l'heure, un Spellslinger avec beaucoup de créatures, Talrand, là, ça peut être super intéressant. Talrand, tu peux enfin te servir de tes Drake de façon efficace. Ouais. Le problème, en effet, c'est que c'est très bleu, quoi. Enfin, voilà, Kikar, il tire un peu la gueule. Ouais, mais c'est pas très grave, parce que t'as les... Vu que t'as tes créatures, tu vois, en fonction des jetons que tu peux faire, ça peut aussi te donner un mana de la couleur, donc... Ouais. Mais ça va dépendre, parce que... Oui, Kikar, par exemple, ils sont rouges. Ouais, c'est ça. Blanc. Ils sont blancs et tu peux les sacs pour du rouge. Ouais. Et en fait, t'en as pas tant que ça, hein, parce que Young Pyromancer, c'est du rouge. Il y a l'autre, là, qui fait les oiseaux. Et Mystique Bruissant. Ouais, qui fait des illusions. Mine, qui fait les illusions bleues. Talrand, ouais. Donc voilà, il faut faire attention là-dessus aussi, parce que là, le coup de... ouais, pas le requin. Pas le requin. Mais le message transcendant, c'est vrai que du coup, il y a ce petit côté où il faut faire attention dans quel deck, quoi. Après, piocher X-Card, bon... Voilà. Mais c'est en éphémère. Hein. C'est en éphémère, donc c'est ça qui est bien. Hein. Honnêtement, ça serait en rituel, on n'en aurait même pas parlé. Voilà. Mais étant donné que c'est un éphémère, ça fait une différence. La carte suivante, c'est la chanteuse du Zéphyr, une créature sirène et pirate 3-4 pour 4, dont 2 bleus. Elle a la convocation, encore une fois, le vol et la vigilance. Et quand elle arrive sur le champ de bataille, mettez un marqueur vol sur chaque créature qui l'a convoquée. C'est un bon pirate pour un deck pirate. Ouais. Parce que souvent le problème... Merde, mais bon, vas-y, je t'en prie. Parce que le truc qui était chiant avec les decks pirates, souvent, c'était de réussir à passer. Ouais, surtout avec Beckett. Voilà, exactement. Donc avec la chanteuse du Zéphyr, du coup, t'as juste à prendre 2 autres bêtes et puis... Il y a un truc qui Alors vas-y, quoi? Bah, en fait, c'est toujours le même problème avec la convocation, c'est que tu engages tes créatures. Ah oui, donc, du coup, évidemment, c'est logique, c'est la convocation. Mais en fait, c'est que là, on va donner une capacité d'évasion à des créatures qui ne pourront pas l'utiliser tout de suite. Oui, d'accord, ok. Et du coup, pour moi, en fait, c'est que tu sacrifies ton tempo pour gagner cette capacité en plus. Mais après, je comprends complètement, parce que si jamais tu payes 0 pour lancer la chanteuse du Zéphyr, et t'as 4 créatures en plus qui gagnent le vol... Ouais. ça va être pas mal, hein. Ouais. La carte suivante, c'est une bataille, c'est l'invasion d'Arcavios, donc c'est là où il y a Strixhaven. Créature, non, bataille, siège, qui coûte 5 dont 2 bleus, elle arrive avec 7 marqueurs, donc ça commence à faire beaucoup. Quand l'invasion d'Arcavios arrive sur le champ de bataille, cherchez dans votre bibliothèque, votre cimetière et ou à l'extérieur de la partie une carte d'éphémère ou de rituel que vous possédez. Révélez-la et mettez-la dans votre main. Si vous cherchez dans votre bibliothèque de cette manière, mélangez. Et de l'autre côté, c'est l'invocation des fondateurs. Enchantement, à chaque fois que vous lancez un sort d'éphémère ou de rituel depuis votre main, vous pouvez copier ce sort. Vous pouvez choisir de nouvelles cibles pour cette copie. J'aime bien comme il précise que la carte que tu vas chercher en dehors de la partie, tu dois la posséder. Oui. Ça veut dire que je peux pas aller chercher dans ton binder à toi une carte. Non, voilà. Bah, du coup, évidemment, au Commander, cette partie-là n'aura aucun effet. Voilà, donc vous ne pouvez pas choisir en dehors de la partie. R ou 0. Après, voilà, cimetière, enfin, bibliothèque ou cimetière, t'es là, c'est pas mal. Hein. C'est rare qu'on ait ce genre d'effet. Un genre de tuto ou de récupération de sorts, c'est... Ce qui est marrant, c'est que c'est en vert qu'on l'a beaucoup eu, ça. De pouvoir aller rechercher une créature et la tutoriser, en fait. Voilà. Dans le cimetière et la bibliothèque. Mais là, en bleu, pour les éphémères rituels, c'est assez unique. Ouais. C'est très bien. Alors par contre, à 7,
t'es là, ouais, va falloir des blasts, hein. Va falloir du blast. Va falloir défoncer les culs parce que... Du blast ou alors un Talrand. Ou alors, ouais, voilà, les jetons, encore une fois, on y revient, hein, mais c'est un peu la logique aussi. De toute façon, comme il y a eu un focus également sur la convocation dans le bleu, dans cette édition, bah c'est vrai que ça marche pas mal. Tu sais, on en parlait tout à l'heure de comment ça se passe quand t'es en multi. Je pense qu'avec l'invasion d'Arcavios, si tu décides de jouer l'invasion d'Arcavios, tu vas essayer de te mettre d'accord avec les autres pour te mettre... on va mettre un mec un peu dangereux en défense. Ouais. Ou pas du tout, justement. Ouais. Et tu vas dire, je vais aller chercher une carte qui va un peu nous sortir de la merde. Mais par contre, vous m'aidez parce que après, tu vois, genre un truc tout con, tu peux aller chercher un truc qui va casser un truc. Et du coup, vu que tu vas le copier, tu vois, ça peut... Je pense pas que ça passe niveau politique. Si, ça passe. Franchement, le problème c'est qu'on en a pas parlé encore, mais l'invocation des fondateurs, c'est vraiment très fort. Ouais, mais après tu dis non, mais vas-y, la copie, je cible l'invocation à un moment. Bah ouais, mais non. Vous pouvez me la casser. Le problème c'est que ça demande beaucoup trop de confiance et c'est de la politique qui risque de pas fonctionner très souvent. Ouais, je sais pas. Je trouve que là, pour le coup, vu que ça, c'est un effet de tuto, tu peux un peu essayer de négocier... Ouais, mais en fait... qui le donner ou... Oui, bien sûr. Mais après, ce que je veux dire, c'est que les gens, ils ont aucun intérêt, à part de te renforcer toi, à attaquer la bataille en question. Ouais. C'est un peu le souci. Mais c'est fort. Voilà, si vous arrivez vraiment à la transformer... Déjà, rien que la face recto est très bien, et le verso, il est génial, quoi. Ouais. La carte suivante, c'est une autre bataille, un bataille siège, du coup, qui s'appelle l'invasion de Ségovie. Ça va être très drôle, attention. Donc, il coûte 3, dont un bleu. Elle arrive avec 4 marqueurs défense. Et, quand elle arrive sur le champ de bataille, créez 2 jetons de créature, un bleu kraken avec le piétinement. Et, quand elle est transformée, ça devient une créature légendaire grand serpent qui s'appelle Caetus, tyran des mers de Ségovie, qui est une 3-3. Les sorts non créatures que vous lancez ont la convocation. Et, au début de votre étape de fin, dégagez jusqu'à 4 créatures ciblées. Ouais. Donc en fait, ce qui est très drôle, c'est que sur l'image, là, vous voyez qu'en fait, c'est un pied de Phyrexian qui arrive dans l'eau, parce que Ségovie est un très très petit plan. C'est un plan où tout est minuscule. Tout est petit. Voilà. Et genre, le tyran des mers, c'est une 3-3. Il y a des kraken qui ont le piétinement, c'est des 1-1. Donc nous, ça nous fait très rigoler. Voilà. Sinon, dans les deux faces, la carte est très bien. Elle est très correcte. Hein. Le fait de pouvoir donner la convocation à toutes les sorts non créatures... C'est quand même pas mal. Ouais, c'est bien. Donc bon, évidemment, on a mis la carte dans le 20 pour ceux qui le savent pas. Ça va très bien dans les decks qui vont jouer du jeton, hein, donc on en reparle encore. Hein, les Talrand, Mine, Kikar, tout ça. Ouais. Puis, dégager les 4 créatures, c'est quand même bien, parce que du coup, là où tu râlais tout à l'heure, bah là, tu pourras les réutiliser. Bon, tu peux les réutiliser derrière. Au moins bloquer avec. Bah, en fait, l'avantage, c'est que là, comme tu donnes en plus la convocation à tous tes sorts non créatures et Caetus, c'est super efficace. En fait. Là, t'as envie de jouer comme ça. Ouais. Donc ouais. Très sympa comme carte. Ouais, franchement bien. On va passer au noir, qui pour le coup est pas... Bref. Et on commence avec l'archi-prêtresse des ombres, créature humaine et psychagogue 4-4 pour 5 dons de noir. Elle a main forte 1. Contact mortel. Et à chaque fois que cette créature inflige de blessures de combat à un joueur ou à une bataille, renvoyez sur le champ de bataille une carte de créature ciblée depuis votre cimetière. La vache. Alors, c'est fort. On rappelle que main forte donne toutes les capacités qui sont en dessous, donc c'est-à-dire le contact mortel en plus. Oui. Donc du coup, si vous avez du piétinement à côté, voilà, vous connaissez la combinaison, contact mortel piétinement, c'est génial. Donc ça fonctionne très bien, et du coup ça permet également de déclencher la capacité quand elle inflige des blessures de combat à un joueur. Et cette capacité-là, elle est forte. Ouais. Voilà. Si jamais vous donnez en plus cette capacité à une créature qui a de l'évasion avec la main forte 1, bah c'est très bien, c'est ce que t'as envie de faire en fait. Bon, après, c'est une créature qui coûte 5. Ça fait pas... je sais pas ce que t'as... Je sais pas comment... Je pense que c'est surtout la main forte qui est intéressante là-dessus. Voilà. Et après, t'as un bon bloqueur ou éventuellement un bon attaquant sur lequel les adversaires vont hésiter à empaler des créatures, quoi. Ouais. Voilà. Parce que bon, l'effet de réanimation semble très intéressant quand même. Ça, c'est sûr. Ouais. Éventuellement, si vous avez un commandant qui a de l'évasion ou un Voltron intéressant, ça peut être pas mal, hein, en effet, à utiliser. La carte suivante, c'est Déchirer le multivers, un rituel qui coûte 7, dont 2 noirs. Chaque joueur meule 10 cartes. Pour chaque joueur, choisissez une carte de créature ou de planeswalker dans le cimetière de ce joueur, mettez ces cartes sur le champ de bataille sous votre contrôle, puis chaque créature que vous contrôlez devient un Phyrexian en plus des autres types. C'est marrant. C'est marrant. C'est fort quand même. C'est fort, c'est fort. Parce qu'on avait parlé en plus dans les analyses de deck de
Extra from Darkness, Extra des Ténèbres, et du coup de la nouvelle version qu'ils ont mis en place en mono noir, qui coûte 5, voilà. Et là t'as une version pour 7, mais qui récupère dans les 4 cimetières, et qui prend les Planeswalkers en plus. Ouais, tu peux prendre des Planeswalkers, et tout ton board devient Phyrexian. C'est beau. Ouais, non, il y a chaque créature que vous contrôlez devient Phyrexian. Je viens de réaliser qu'en fait, du coup, ouais, pour le triple Phyrexian, c'est pas mal. Voilà. Il y a pas grand chose de plus à dire, la carte elle est rigolote, elle coûte 7, donc c'est un peu le bout du monde, mais t'as un effet qui peut vraiment être drôle. Ça peut vraiment être impactant. Ouais, et puis voilà. Récupérer toutes les meilleures créatures des adversaires. Tu peux avoir un Dockside extorsionniste Phyrexian. Voilà, c'est tout. Je vais réussir à faire ça au moins une fois. La carte suivante, c'est la Conviction Corrompue, c'est un éphémère qui coûte 1 mana noir. En tant que coût supplémentaire pour lancer ce sort, sacrifier une créature, piocher 2 cartes. Je tiens à préciser avant tout que c'est la personne à côté de moi qui a insisté pour mettre cette carte. Parce que j'aime beaucoup Rite du Village et qu'on a un functional reprint de Rite du Village, donc maintenant on a le droit de jouer 2 fois la même carte dans tous nos decks. Encore. Voilà. Il y a tellement eu de variations différentes de cette carte ces dernières années que ça devient... Ouais, mais là c'est la vraie, là c'est vraiment la même carte. Oui, c'est le même Rite du Village. Et en plus, regarde, il y a Ajani, il est en train de trancher la tête à Sheoldred dessus. C'est beau. Donc oui, voilà, c'est juste pour dire que on a une nouvelle version de la même carte, donc c'est cool, jouer là. Voilà, c'est tout. La carte suivante, c'est la Bouchère greffer une créature Phyrexian et Samouraï 2/2 pour 2, dont un noir. Quand elle arrive sur le champ de bataille, les Phyrexians que vous contrôlez acquièrent la menace jusqu'à la fin du tour. Les autres Phyrexians que vous contrôlez gagnent +1/+1. Et pour 4, dont un noir, sacrifiez un artefact ou une créature, renvoyez sur le champ de bataille la Bouchère greffée depuis votre cimetière, uniquement en rituel. C'était dans le 20 in 20 out. C'est fort. C'est un lord de Phyrexian, donc à un moment donné, bon, voilà, tu peux en plus t'amuser à la faire revenir en sacrifiant une autre créature. Ou un incubateur. Pas mal du tout. Donner la menace à ton board de Phyrexian, ça semble vraiment bien. Donc on en reparle comme tout à l'heure, mais infection, ça marche bien. Toxique, pouvoir donner de l'évasion à ce genre de créature, c'est vraiment, vraiment bien. Quoi. Ouais. Moi, ce que je trouve intéressant, en fait, c'est que tu peux très bien attaquer avec elle en n'ayant pas peur de la perdre, parce que tu sais que tu vas pouvoir la rejouer, et du coup redonner la menace à nouveau. Et en fait, tes adversaires, ils ont pas non plus envie de l'avoir au cimetière. Oui. Et ouais, ça c'est intéressant, moi, je trouve. Ouais. Franchement, pas mal du tout. La carte suivante, c'est le Seigneur de Couvée Entasseur. C'est un dragon, 7/6 pour 8, dont 3 noirs, qui a la convocation et le vol. Quand le Seigneur de Couvée Entasseur arrive sur le champ de bataille, cherchez une carte dans votre bibliothèque, exilez la face cachée, puis mélangez. Tant que cette carte reste exilée, vous pouvez la jouer. Les sorts que vous lancez depuis l'exil ont la convocation. Alors... Elle est tellement bien, cette carte. Ouais, alors c'est pas mon cas, mais je sais qu'il y a énormément de variations du deck de Prosper qui jouent beaucoup de créatures. Ouais. Cette carte, c'est auto-incluse dedans, vous me cassez pas les... Hein. Ah bah, Prosper, oui, c'est pas mal. Hein. Moi, je sais que dans mon deck à moi, il sera beaucoup moins bien, donc c'est pour ça. Mais, voilà. Après, l'avantage, c'est que c'est tous tes sorts en exil qui ont la convocation. Oui. C'est juste que ton Seigneur Dragon, c'est un dragon. Ouais, mais un tuteur à 8... Ouais. Enfin... Ouais, c'est vrai que si tu joues pas beaucoup de créatures, c'est un peu un problème, en effet. C'est ça. Voilà, ouais. Maintenant, ouais, la carte, elle est... Elle est fat. Ah ouais. Bah, en plus, pour moi, c'est meilleur qu'un tuteur parce que ta carte, elle est mise en exil et tu peux la jouer. Mais le truc, c'est que les adversaires, ils ont rarement des interactions avec l'exil. Ils vont avoir des interactions avec ta main, avec ton cimetière, mais... Putain, ça s'appelait comment ? Oui, il y en a qui existent. Les convertisseurs. Oui, voilà, les convertisseurs. Les processeurs. Les processeurs des Eldrazi. Ouais, bah là, incroyable. Franchement, si vous en voyez qui jouent ça régulièrement, envoyez-moi un message. Hein. Je suis prêt à leur envoyer une médaille. Mais... Alors voici mon deck Tribal Processor. Tu vois, j'avais raison. Enfin, nous avons... Non. Mais honnêtement, c'est fat, parce qu'en plus, le côté, vas-y, convocation sur tes sorts en exil, t'es là, waouh. Ouais, c'est pas mal. Hein. Là, Prosper, il est en train de jubiler, carrément. Donc, c'est vrai que... Par contre, en effet, il te faut un minimum de créatures pour réussir à réduire le coût du Seigneur, parce que c'est pas possible. Tu peux pas le lancer à 8, il arrive trop tard, en fait, dans la game, pour avoir un gros impact. Après, dans Prosper, t'as tes trésors. T'as toujours beaucoup de mana dans Prosper. Oui, c'est vrai qu'il y a ça aussi. Il y a ça aussi. Mais comme dit, moi, à part du coup réduire de genre de 2, parce que je vais avoir le Seigneur et Prosper sur table, à peu près, hein, réduire de 2 les coûts en les engageant, c'est pas... Ouais, mais encore... Mais, en tout cas, je comprends largement l'intérêt. Il y a un intérêt, en effet.
La carte suivante, c'est l'accumulation, un éphémère qui coûte 4, dont un noir, avec la convocation, encore une fois. Et détruisez une cible, créature ou planeswalker, surveillez 2. C'est très bien. C'est excellent. Très très bien. Alors, moi je comprends pas pourquoi est-ce qu'il y a un délire avec la convocation en noir, alors que le deck convocation... Mais parce que regarde, il y a plein de petits bonhommes qui se mettent d'accord pour faire tuer les gros géants. Non, mais je veux dire par rapport au deck commander qui est blanc-bleu-rouge. Ah, on s'en fout. T'es là, ok, d'accord. C'est une mécanique du set, hein. Regarde, il y avait bien la convocation avant aussi. Bah ouais. Mais du coup, elle est très bien en fait. Ouais. Parce que vous pouvez la payer pour 0, littéralement. Et puis t'as le surveiller 2 qui est très bien. Ce sera inclus dans Toshiro. Hein. Bah, même dans les decks noirs qui ont un minimum de créatures. Ouais, mais là t'as le surveil aussi. T'as le surveil qui est intéressant. Le surveil qui est bien, ouais, c'est vrai aussi. Ouais, tu peux le jouer dans le deck Reanimator, tu peux t'amuser avec Aristocrate. Oh, il y a des trucs à faire. Ouais. On va passer aux batailles. La première, c'est l'invasion de Fiora. C'est une bataille qui coûte 6, dont 2 noirs. Quand l'invasion de Fiora arrive sur le champ de bataille, choisissez l'un ou les deux. Détruisez toutes les créatures légendaires ou détruisez toutes les créatures non légendaires. Et elle a 4 marqueurs défense. Elle a 4 marqueurs défense, pardon. Et de l'autre côté, on a Marchesa, monarque absolu, créature légendaire, humain et noble, 3-6, menace contact mortel. À chaque fois que Marchesa, monarque absolu, attaque, retirez tous les marqueurs de jusqu'à un permanent ciblé. Pour les batailles, hein, tout ça. Au début de votre entretien, si vous n'avez pas subi de blessure de combat depuis votre dernier tour, vous piochez une carte et vous perdez un point de vie. Waouh. C'est quand même dingue, il y a Marchesa dans un set standard, elle peut pas être jouée en tant que commandant. Roule 0. C'est dommage. Je demande la roule 0. Et je la joue pour le coup de juste le coup de l'invasion. Ah là là. Mais là, il y a pas mal de choses. Putain, il y a tellement de choses à dire. Ouais. L'invasion de Fiora, déjà, fort. Hein, je veux dire, ça me fait penser à celle qui fait... Cruce of Fate, voilà, qui détruisait dragon ou non-dragon. Là, ouais. Alors après, le problème, c'est que les créatures légendaires dans notre format, comment dire ? Bah, il y en a une par deck, minimum. Minimum, et qui est généralement assez importante. En fait, non, parce que tu peux avoir un Planeswalker. Ah oui, aussi, c'est vrai. Mais... C'est surtout qu'elles sont généralement importantes. Oui. Donc ouais. Ouais. Après... On commence à avoir beaucoup, tu sais, notamment avec Dominaria Uni et le deck Préco-Mardu Légende, ouais. où avant il y avait Abzan Légende, tous ces decks où tu te veux jouer plus de créatures légendaires que les autres, là, dans ce cas-là, c'est pratique. Ça te fait une Vrasse qui a un effet en plus assez sympa derrière. Non, mais c'est très intéressant. Après, Marchesa... Ah ouais. Ben, en fait, Marchesa, c'est quand même assez dingue, parce qu'en fait, tu te dis presque que l'invasion de Fiora, c'est un staple pour les decks qui veulent jouer beaucoup autour des batailles. Ou qui veulent tuer les Planeswalkers. Mais, retirer tous les marqueurs d'une bataille... C'est pas mal. T'es là, bah ok, bah on la transforme en fait derrière, c'est super fort. Et waouh, ça part loin quoi. Ouais. Ça part loin. Non, j'aime bien la carte. Et puis il y a ce côté monarque, simili-monarque. Oui, c'est très drôle ça. Ok, d'accord, ouais, ok. C'est le monarque mais au début du tour. Ouais. Il faut que t'aies pas été touché. Ouais. Par contre, en 1v1, ça a l'air mieux qu'en multi. Parce que t'as plus de chances d'être touché en multi. Non, mais oui. Donc, ouais. Mais c'est intéressant. Et deuxième bataille pour le noir. L'invasion d'Innistrad, une bataille siège qui coûte 4 dons 2 noirs, avec 5 marqueurs de défense. Elle le flash. Et quand elle arrive sur le champ de bataille, une créature ciblée qui a un adversaire contrôle gagne -13/-13 jusqu'à la fin du tour. Innistrad. Et de l'autre côté, c'est le déluge de mort, un enchantement qui dit que quand il arrive sur le champ de bataille, vous créez 2 jetons de zombies, et ensuite, pour 3 dont un noir, vous exilez une carte ciblée depuis un cimetière, si c'est une carte de créature, créez un jeton de créature de 2 zombies. C'est on ne peut plus Innistrad. J'ai pas grand chose d'autre à dire. Si ce n'est que tu vas vouloir la jouer dans un deck zombie. Oui, c'est mieux. Que le flash, c'est vraiment bien, parce que du coup, on voit aussi qu'il peut y avoir des petits anti-bêtes sympas sur une bataille. Et que, en fait, si tu la joues dans le bon deck zombie, bah 5, ça va aller très vite, hein. Ouais. Et puis tu t'en foutras, tu vas attaquer avec tout ce que t'as, parce que c'est des jetons, des zombies qui exactement, vont venir. Exactement. Ouais. Elle sera bien là où elle doit être. Je trouve pas que ce soit une grosse carte. Non. Voilà, ce qui me fait un peu chier pour une mythique, en comparaison avec la bataille juste au-dessus, je me dis... Ouais, mais voilà. Limité, tout ça. Oui, bien sûr, parce qu'en limité... Ça a l'air d'être assez horrible. Hein. Ouais, c'est un peu fort, oui, en effet. Mais voilà, le déluge de mort, il est intéressant dans ce qu'il propose. Ouais. On va attaquer le rouge, et on commence avec un Planeswalker. Chandra, balise d'espoir, Planeswalker légendaire Chandra, qui coûte 6 dons de rouge, et qui arrive avec 5 marqueurs loyauté. Elle a un passif. À chaque fois que vous lancez un sort d'éphémère ou de rituel, copiez-le.
Vous pouvez choisir de nouvelles cibles pour cette copie. Cette capacité ne se déclenche qu'une seule fois par tour. Heureusement. Oui. Plus 2, ajoutez 2 mana de la combinaison de mana colorée de votre choix. Plus 1, exilez les 5 cartes du dessus de votre bibliothèque. Jusqu'à la fin de votre prochain tour, vous pouvez lancer un sort d'éphémère ou de rituel parmi les cartes exilées. Et moins X, Chandra inflige X blessures à chacune de jusqu'à 2 cibles. C'est pas français, mais c'est écrit comme ça. Ah, tuez-moi. Non, mais cette carte, il y a plein de problèmes de français. J'aime bien comment c'est noté balise d'espoir. Si tu veux, c'est une balise. Elle clignote. Je suis de l'espoir. Bon, passif très très fort. Ouais. Le plus 2 est très intéressant parce que, contrairement à beaucoup d'autres Chandra qui font uniquement du rouge, celle-ci, elle fait une combinaison colorée, ce qui fait que ça la rend intéressante, en fait, pour des decks qui ne sont pas que mono-rouge. Ouais. Merci. Le plus 1, il est génial. Ouais. C'est bien aussi, c'est une bonne grosse carte. Alors, éphémère rituel, voilà, donc... Ah oui, tu peux lancer que 1 parmi. Ouais, c'est pas mal, mais voilà. Va falloir faire attention, ouais, faut y croire. Et le moins X, bah, il est ok. Anecdotique. Voilà. Mais en fait, c'est surtout le passif qui est super intéressant. Oui, c'est ça, en fait. T'as le passif et le plus 2, quoi. Ouais. Donc, en fait, tu vas juste être tout le temps là... Ouais. Non, sympa. Après, si t'as moyen de contrôler le dessus de ta bibliothèque avec le plus 1, ça peut être pas mal. Tu contrôles, tac, tu peux ensuite le lancer en copiant et en fait du mana au prochain tour aussi, parce que c'est déjà à la fin du prochain tour. Tu fais le plus 1, ensuite, tour suivant, tu fais le plus 2, et bam, tu copies le sort. Là, t'es content, quoi. Bon. Carte suivante pour le rouge, c'est la Cité en Feu. Mais quelle cité est-ce, cela? Un enchantement qui coûte 8, dont 3 rouges. Ouais. Il a la convocation, parce que sinon, ça serait pas aussi cher. Et si une source que vous contrôlez devait infliger des blessures à un permanent ou à un joueur, elle inflige le triple de ses blessures à la place. Oui, bah on commence à connaître maintenant ces effets un petit peu rigolos. Ouais. Là, l'avantage et l'inconvénient, c'est que ça a la convocation. Donc en fait, tu vas pas pouvoir la jouer dans tous les decks rouges. Non. Donc, par exemple, moi, dans Neheb, je peux le jouer, mais ça va coûter trop cher. J'ai pas assez de créatures pour ça. Par contre, pour ceux qui vont jouer Purphoros, qui vont jouer Krenko, qui vont jouer n'importe quel deck où tu vas essayer de swarmer un max et qui peut avoir du rouge, la carte est très très forte. C'est vrai que des decks tribaux go wide rouge, ça va fonctionner très bien. Ouais. Parce que comme les jetons sont une source de blessure. C'est ça. C'est dingue. Hein. C'est ça. Eh ben, ça fonctionne aussi, quoi. Ouais. Donc, ouais. Bonne carte. Bonne carte dans les bons decks. La carte suivante, c'est De Malampi. C'est un rituel qui coûte 3 dons, un rouge. Choisissez l'un. De Malampi inflige 2 blessures à chaque créature Planeswalker et bataille. Ou mettez n'importe quel nombre de cartes de votre main au-dessous de votre bibliothèque, puis piochez autant de cartes plus 1. Ouais. Moi, j'aime beaucoup. J'aime bien ces effets, là, ça avait commencé avec Valakut, je crois, de Nickar Riding. Les effets, ma main, elle m'emmerde, tu fous ça en dessous, tu repioches. Ouais. Et tu choisis combien de cartes tu en mets en dessous, ça c'est génial. Et en plus, tu reprends un de plus, donc du coup, tu remplaces également 2 Malampi. Ça, c'est génial. Tu peux juste piocher 1. Ouais, aussi, tu peux piocher juste 1. Voilà. Ouais. Ah, j'ai que ça en main. Bah tiens, vas-y, je repioche. Après, ce qui est génial, c'est la flexibilité. Ouais. Parce que moi, ce que j'aime dans cette carte, c'est le côté où tu peux être très réactif par rapport à ce qui se passe en début de game. Ou alors, si toi, tu te sens pas trop à l'aise, tu peux t'amuser à recycler ta main. Ça, c'est génial, je trouve. C'est exactement le genre de choses que tu cherches, en fait, dans les decks. Ouais, t'es réactif en rituel, quoi. Ouais. Mais t'es réactif par rapport à une situation, en fait. C'est ça que je veux dire. Ouais. Puis, ça tape les batailles. Ouais, aussi, ce qui est quand même Par contre, est-ce qu'ils ont parlé des errata ou pas encore? Est-ce qu'il y a beaucoup de cartes qui, du coup, tapent aussi maintenant de tout ce qui faisait n'importe quelle cible tape aussi les batailles. C'est tout. Voilà. D'accord. Carte suivante, c'est un dino. Voilà, c'est une créature dinosaure qui s'appelle le Raptor déchaîné, qui coûte 4, dont 2 rouges, c'est une 4-4 avec le piétinement et la célérité, s'il vous plaît. Pour 3, dont 1 rouge, eh bien, vous pouvez lui faire gagner +2/+0 jusqu'à la fin du tour. Et, c'est pas fini, chaque fois qu'il inflige des blessures de combat à un adversaire, il inflige autant de blessures à un Planeswalker ciblé que ce joueur contrôle, ou à une bataille ciblée que ce joueur protège. Ouais. C'est pas mal, hein. Il a des bonnes stats, ce petit dino, là. Ouais. Ça, c'est pour les gens qui aiment bien dinosaures, ça sera pas mal. Voilà, ce sera un dino en plus. Si jamais, dans votre playgroup, il y a des gens qui jouent des batailles, vous vous dites que... Ou des Planeswalkers. Ou des Planeswalkers. Vous pouvez le mettre, c'est cool. C'est cool. C'est correct. La carte suivante, c'est l'amatrice de sensations fortes Voldaren. C'est une créature vampire et guerrier 1-1 pour 2 et 1 rouge. Elle a main forte 2. Donc là, du coup, c'est 2 marqueurs qu'on va mettre dessus. Ou sur une autre créature. Et pour un incolore, sacrifiez cette créature. Elle inflige un nombre de blessures égal à sa force à n'importe quelle cible.
Ouais. Ouais. J'adore l'idée. Tiens, Fling, lance-toi. Allez, vas-y. Alors en plus, on lui donne quand même un boost main forte de 2, donc du coup, ça va être 2 marqueurs en plus. Sur une bête qui va peut-être mourir ou juste qui est un peu puissante ou qui a plus d'utilité maintenant, bah vas-y, pour 1, elle sacrifie et met des blessures. C'est pas mal, quoi. Après, ce qui est assez drôle, c'est qu'elle se sacrifie elle-même. Si tu joues un deck un petit peu réanimator, tu peux t'amuser en fait à remettre la matrice, à redéclencher, et t'es là. T'as pas fini en fait. Ça, ou tu main forte sur une créature qui a infection et t'essaies d'atteindre. Oui, aussi. Tu mets ça sur ton colosse de pestacier. Hein. Ah, il passe pas. Ouais. Ah, il passe pas, vas-y, tiens. Il passera pas. Main forte. Pouf. Au revoir. Tiens, 13 marqueurs poison. Pour le coup... Ouais, c'est une possibilité. Tu vois, je la testerais bien dans le jury, par exemple. Oui, aussi. Parce que souvent... Dans les jeux qui veulent sacrifier, c'est une bonne chose aussi. Quoi. Donc ouais, c'est une bonne carte. Voilà. Et on passe déjà aux batailles rouges, parce que honnêtement, le rouge, il n'y avait pas grand-chose. Ouais, il était un peu faible. Ouais, voilà. Et on va parler de l'invasion de Kaldheim, qui est une bataille siège qui coûte 4, dont 1 rouge. Elle arrive avec 4 marqueurs défense sur elle. Et... quand elle arrive sur le champ de bataille, exilez toutes les cartes de votre main, puis piochez autant de cartes. Jusqu'à la fin de votre prochain tour, vous pouvez jouer les cartes exilées de cette manière. Oui. Et de l'autre côté, c'est un enchantement qui s'appelle le bûcher de l'arbre-monde, voilà, parce qu'il n'a pas pris assez cher. Défaussez-vous une carte de terrain, le bûcher de l'arbre-monde inflige 2 blessures à n'importe quelle cible, et à chaque fois que vous vous défaussez d'une carte de terrain, exilez la carte dessus de votre bibliothèque, vous pouvez jouer cette carte ce tour-ci. J'adore le design Memory Jar à l'envers, là. Ouais, c'est carrément à l'envers, ouais. C'est très très drôle. Et même de l'autre côté, hein, le bûcher, c'est fort. Hein. Ça me fait penser un peu à Borborygmos. Oui. Enragé. Ouais, sauf qu'en plus, tu te défausses d'un terrain, donc tu as que les deux, et après tu fais « Oh, j'ai le droit de jouer ça ce tour-ci. Ouais. Oh zut !» C'est jouable dans Prosper. C'est jouable dans Prosper. C'est assez étrange, parce que je sais pas dans quel type de deck tu mets ça. Dans Prosper. Oui, Prosper bien sûr, mais oui, Prosper à 100%. Après, c'est juste le côté full terrain, je me dis... Borborygmos et Fibel Type, par exemple, ou juste l'ancien Borborygmos. Il y a... T'as un côté, où... peut-être qu'on va commencer à avoir des decks... qu'au lieu que ce soit Landfall, t'as plus de terrain dans le deck exprès parce que c'est des ressources. Landyard, on va les appeler. Ouais, voilà. Non, mais ce sera peut-être... terrains. Ça peut être aussi une preview d'un truc qu'on verra plus tard, tu vois. Pour l'instant, c'est vrai qu'on n'a pas assez de trucs qui profitent du fait de... Ah, en fait, si, on est con. On a quelques-uns, mais... Dans un deck de... Comment il s'appelle, l'autre, là? Windgrace. Ouais, dans Windgrace, ça pourrait aller. Dans Windgrace, ça fonctionne. Parce que tu te défausses des terrains. T'as tout le temps des terrains à remonter dans ta main. Les terrains recyclables aussi. Ouais. Ça fonctionne pas mal, donc ouais. Ouais, si, voilà. Windgrace, ça semble pas mal. Non, ouais. Voilà. Ou Prosper. La bataille suivante, c'est l'invasion de Karsus. Elle coûte 4 dons de rouge. Et elle a 4 marqueurs de défense. Quand l'invasion de Karsus arrive sur le champ de bataille, elle inflige 3 blessures à chaque créature et chaque Planeswalker. Propre. De l'autre côté, c'est l'élémental de réfraction. C'est une créature élémentale, parade, payez 2 points de vie. À chaque fois que vous lancez un sort, l'élémental de réfraction inflige 2 blessures à chaque adversaire. Et c'est une 4-4. La vache. C'est pas mal, hein. Il y a beaucoup de blessures sur ces cartes. Ouais. Je suis étonné d'ailleurs qu'il n'y ait pas plus de défense, tu vois, sur l'invasion de Karsus. Ouais, 4 c'est pas beaucoup, hein. 4 ça va pas être des masses, hein. Et puis... ça va aller vite, hein. Ouais. Parce que bon, l'invasion de Karsus, en fait, déjà elle-même, elle clean un board, hein, facilement. En plus, elle met au Planeswalker, donc t'es là... Enfin, c'est dingue qu'ils mettent de plus en plus de burn de Planeswalker de masse comme ça. C'est assez impressionnant et ils ont fait ils ont pris le coup, quoi. Parce que les boards de plein de Planeswalker, c'est chiant. Oui. Mais ouais. Et l'élémental de réflexion, par contre, il est complètement stupide. Il est assez fort. Parce que c'est n'importe quel sort que tu lances, quoi. Ouais. Tu lances un caillou, tu lances une créature, peu importe. Hein, ça dans le nouveau Urabrask, là. Ouais. Bah, dès que tu peux storm un petit peu, t'es là... Enfin, storm. Pas storm dans le sens littéral, mais en gros, tu vas jouer plein de petits sorts, tous les cantrips et tout, ça peut fonctionner à balle. Hein. C'est impressionnant. Donc, ouais. Si ma version du deck était pas aussi all-in neuneux, je pense que dans Blanca, je l'aurais peut-être essayé, tu vois. Ouais. Ouais, parce que ça, c'est l'effet de Blanca. Enfin, c'est quasiment l'effet de Blanca. Ouais, c'est quasiment l'effet de Blanca. Hein. C'est juste que Blanca, il faut le cibler. Ouais. Mais ouais, fort, très fort. Et enfin, on finit les batailles rouges, décidément, il y en avait beaucoup. L'invasion de Tarkir, et oui, une bataille siège qui coûte 2, dont 1 rouge. Elle arrive avec 5 marqueurs défense sur elle. Et quand elle arrive sur le champ de bataille, révélez n'importe quel nombre de cartes de dragon depuis votre main.
Quand vous faites ainsi, l'invasion de Tarkir inflige X plus 2 blessures à n'importe quelle autre cible, X étant le nombre de cartes révélées de cette manière. X peut être 0, bah, c'est rien à révéler. Ah oui. Et de l'autre côté, ça devient le Foudre-Gueule Provocateur, une créature dragon 4/4 vol piétinement. À chaque fois qu'un dragon que vous contrôlez attaque, il inflige 2 blessures à n'importe quelle cible. Ouais. Bon bah, hein, Wow. les joueurs dragons, voilà. J'aime bien le fait que du coup, oui, tu peux ne pas avoir de dragon à révéler, mais du coup, ça marche quand même parce que tu vas mettre 2. Et j'aime beaucoup que ça précise que tu peux pas le mettre sur lui. Oui, tu peux pas se les infliger. Le dragon de l'autre côté, t'as intérêt à jouer au dragon tribal, hein, donc. Par contre, ouais, c'est. Donc l'Atlis, Ur-Dragon, bien sûr. De toute façon, Dragon. tous les commandants dragons, Mirim, tout. Enfin, on va pas vous faire la liste de toute façon, mais voilà. vraiment, un deck tribal dragon, il voudra cette invasion de Tarkir. Je vois pas de. À partir du moment où vous avez du rouge, je vois pas de contre-exemple. Attends, je cherche un truc. Mirim. Parce que t'as dit Mirim, mais du coup, Mirim, c'est au cast que tu fais une copie ou pas? Oui. Donc en fait, si t'as l'invasion de Tarkir dans Mirim, Oui. au moment, vu que tu vas caster le Foudre-Gueule Provocateur, t'en auras 2. Ouais. C'est pas mal. Ah non, c'est pas au cas, ça l'arrive en jeu. C'est encore plus con. Allez. je m'envie. Non, mais... Eh ouais. C'est pas mal. C'est pas mal. Ça l'arrivée en jeu d'un dragon non jeton. C'est pour ça que Mirim, c'est vraiment con. En parlant de trucs cons. Ah ouais, passons au vert. Et on commence avec l'Impériosaure ancien. C'est une 6/6 pour 5 et 2 mana verts. C'est un dinosaure. Il a la convocation, il a le piétinement, il a parade 2, et l'Impériosaure ancien arrive sur le champ de bataille avec sur lui 2 marqueurs +1/+1 pour chaque créature qui l'a convoqué. Ce qui veut dire, si les maths sont bonnes, si vous le faites en full convocation, vous mettez une 20/20 piétinement parade 2. Je suis fatigué. C'est vraiment fort. Je suis fatigué, putain. Oh, c'est vraiment bien. Là, je sais pas comment ils ont calculé. Pourquoi ils ont que dit... la carte, elle était... Pourquoi ils se sont dit que 6/6 c'était... une bonne base. Okay. Ouais, c'est ça. Là. Oh, 6/6 piétinement parade 2 pour 7. Oh, c'est pas mal, hein. On va lui mettre la convocation et lui permettre de gagner des marqueurs en plus, t'es là. Ouais, on va lui mettre un marqueur. Ouais, non. Non, 2. 2 par créature qui convoque. Comment ça? C'est fort. C'est ultra puissant. En fait, à partir du moment où vous jouez un deck dans lequel il y a pas mal de créatures, et avec le vert, c'est faisable aussi, hein. Ouais, un peu, ouais. Donc voilà, vous avez quand même moyen de le faire. Ben... Derrière l'Impériosaure, il a vraiment juste exactement ce qu'il faut pour être une grosse carte qui va avoir un impact gigantesque. Parce qu'en plus, si jamais tu convoques à 100%, tu as dépensé 0 mana. Ouais. C'est-à-dire que tu peux encore lancer des sorts derrière, quoi. Et il a la parade 2, donc il se protège en plus, celui-là. C'est là, mais c'est... Voilà. Tu vois ce que je disais tout à l'heure avec la sirène? Bah là, c'est exactement l'inverse. C'est comme la sirène, elle donne aux autres, lui, il prend, en fait. Égoïste, voilà. Mais c'est... C'est l'inverse du Loxodon. Aussi de... Ouais, c'est l'inverse du Loxodon également qui existe. Ouais. C'est monstrueux. Ouais. C'est un dino. La carte suivante, elle est pas mal non plus. C'est une commune, mais on devait vous en parler. C'est la fin cosmique, un éphémère qui coûte 2, dont 1 vert, et qui dit qu'une créature ciblée que vous contrôlez inflige un nombre de blessures égal à sa force à une autre cible, créature, planeswalker ou bataille. Ouais, parce que c'était assez rare, en fait, d'habitude c'est tout le temps une autre créature, ou une créature qu'on ne contrôle pas. Là on a le choix de pouvoir cibler un planeswalker ou une bataille. Donc aussi une bataille que vous contrôlez. Ouais. C'est fort. Donc vraiment bien. Ou une créature que vous contrôlez. Ouais. Oui. Ça peut être utile. La carte suivante, attendez-vous à la voir souvent, c'est le Kami des Espoirs Susurrés. C'est une créature esprit 1/1 pour 3, dont un vert. Si au moins un marqueur +1/+1 devrait être mis sur un permanent que vous contrôlez, autant de marqueurs +1/+1 sont mis sur ce permanent à la place. Autant de marqueurs +1 sont mis sur ce permanent à la place. Ardent Scales. Voilà. Ensuite, on peut l'engager, ajouter X mana d'une couleur unique de votre choix, X étant la force du Kami des Espoirs Susurrés. Bon, c'est un dork, il est sympathique. C'est un dork avec un petit upside quand même, hein. Ouais. Non, mais c'est cool, en plus, alors, c'est une unco, donc ça va être très accessible, donc... Ouais. Super. Ouais. Très très bien. À 3 banas, c'est correct, voilà. Ouais. Il aurait été plus cher, ça aurait été un peu chiant, mais voilà. S'il avait été plus cher, il aurait peut-être eu des meilleures stats aussi. Peut-être. Parce que ça reste une 1/1, donc... Mais en tout cas, voilà. Bonne carte. La suivante aussi. En parlant de marqueurs +1/+1, parlons de l'Ozolite, la tour fracassée, un artefact légendaire qui coûte 2, dont 1 vert.
Si au moins un marqueur +1/+1 devait être mis sur un artefact ou une créature que vous contrôlez, autant de marqueurs +1/+1 plus 1 sont mis sur lui à la place. Et pour 2 dont un vert en l'engageant, mettez un marqueur +1/+1 sur une cible, artefact ou créature que vous contrôlez, n'activez que en rituel. Et recyclage pour 2. Donc vous pouvez vous en défausser en payant 2 mana de n'importe quelle couleur pour piocher. Ce que vous ne ferez jamais. Ouais. Tu peux mettre des marqueurs avec l'ozolite sur l'ozolite. Oui, aussi. Donc, sur l'autre ozolite. Sur le premier ozolite. Et même sur celle-là. Oui. Bah ouais, enfin, sauf si tu casses la règle des légendes, mais oui. Oui. Ah non, c'est bon. Non, tu peux le mettre sur celui-là même. Il n'y a pas sur une autre cible. Hein. On a quand même 2 effets d'Arden Scales dans le même set. Qu'est-ce qui se passe? Dans la même couleur. Au secours. Et qui en plus ont 2 numéros de cartes de décalage. Enfin, ils se sont dit non mais c'est bien en fait. Hein. Ah mais j'aime bien cet effet. Hein. Ouais, moi aussi. Bon, voilà, mais bon, deck marqueur +1/+1, amusez-vous. Fort. Allez, amusez-vous. C'est moins fat que la première ozolite qui allait beaucoup plus loin. Ouais, un peu con la première ozolite. Mais celle-ci, elle est quand même pas mal du tout. D'autant plus que sa capacité, finalement, à activer, ben, elle te met 2 marqueurs sur une créature. Ce qui est quand même pas mal. Payer 2 pour mettre 2. Les petits decks Piritouffi, là. Ouais, ah non, mais là, ça va être assez violent. Hein. Pas mal, hein. Ou les decks Tyrannides. Aussi, on les oublie pas. La carte suivante a l'assaut de la Drupe, qui est une illustration absolument incroyable. C'est un rituel pour 4, dont 2 verts. Répartissez 4 marqueurs +1/+1 entre jusqu'à 4 créatures ciblées que vous contrôlez. Les créatures que vous contrôlez acquièrent la vigilance et le piétinement jusqu'à la fin du tour. Ouais, on a vu ça, on s'était dit, ouais, c'est le triomphe des hordes non Phyrexian, finalement. Ouais, voilà, c'est ça. C'est celui où c'est les gentils qui tentent. On booste, et puis piétinement, vigilance, c'est quand même une combinaison de capacités qu'on aime voir en commandeur dans l'aggro. Ouais. Ça va peut-être pas forcément tuer, mais... Alors, j'ai des oursons qui seraient ravis d'avoir ça. Ah oui, oui. Non, mais ça va pas forcément tuer à chaque fois, mais juste sur une phase d'attaque, t'es un peu plus impactant et tu peux aller un peu plus all-in aussi. Oui. Donc voilà. Et aussi, ça coûte aussi moins cher que de jouer un Craterhoof, par exemple. Oui, par exemple. Ouais. Certes, c'est moins fort, mais... C'est moins fort, mais c'est quand même... Vigilance, piétinement, c'est fort en plus. Ouais. Hein. Parce qu'après, du coup, tu peux quand même si t'as pas tué tout le monde, bah tu peux quand même rester là en arrière. La vigilance, hein, c'est très fort. La carte suivante, encore une carte de gestion, voilà, encore une Unco aussi. Hein. Descente en tandem, un éphémère qui coûte 3, dont 2 verts, jusqu'à 2 créatures ciblées que vous contrôlez gagnent chacune +1/+0 jusqu'à la fin du tour. Chacune inflige un nombre de blessures égal à sa force à une autre cible, créature, Planeswalker ou bataille. Ouais, donc là encore pareil, hein, le choix de pouvoir cibler les batailles et les Planeswalkers, c'est assez cool, et surtout là c'est 2. Oui, 2 pour 3 et en éphémère. Voilà. Donc c'est cool. Sachant qu'il n'y a que 3 cartes qui faisaient ce genre d'effet. Un rituel, enfin maintenant il y a 3 cartes, un rituel, un autre éphémère, et celui-ci, mais là il y a le boost, Planeswalker et bataille, ça fait beaucoup, et du coup ça la rend meilleure que les autres. Ouais. La carte suivante, Tribut à l'arbre monde, c'est un enchantement qui coûte 3 verts. À chaque fois qu'une créature arrive sur le champ de bataille sous votre contrôle, piochez une carte si sa force est supérieure ou égale à 3, sinon mettez 2 marqueurs +1/+1 sur elle. Toujours plus. Ça va le vert, hein. Il sent bien le vert à mon avis. Toujours plus. Mais là, le côté, vas-y, tu pioches ou alors je te booste. Super. En plus, ça va être quand même assez intéressant, hein, parce que si vous jouez grosse bête, tu pioches. Voilà, monogreen Stompy, tu vas piocher dans tous les sens. Si tu joues ours, elles ont des marqueurs. Elles ont des marqueurs, t'es content. Enfin, ouais, non, je sais pas, c'est... Il est bien, hein. Ça fait quand même beaucoup d'effets sur une seule carte qui coûte que 3. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Par contre, c'est très vert, voilà. Ouais, mais c'est pas grave, ça. Mais ouais, mais même un deck bicolore, en fait, il voudra le jouer. Hein. Ouais. Il voudra le jouer, quand même. Oui, oui. Si il trouve l'intérêt, ouais. Et ouais. Et dernière carte du vert et Planeswalker, Vren et le Brise Royaume, donc un Planeswalker légendaire Wrenn, qui coûte 3 dont 2 verts, il arrive avec 4 marqueurs de loyauté. Un passif, les terrains que vous contrôlez vous pouvez ajouter un mana de la couleur de votre choix en les engageant. +1, jusqu'à un terrain ciblé que vous contrôlez devient une créature 3/3 élémentale avec la vigilance, la défense talismanique et la célérité jusqu'à la fin de votre prochain tour. Pardon, jusqu'à votre prochain tour, c'est toujours un terrain. -2, meulez 3 cartes, vous pouvez mettre dans votre main une carte de permanent parmi les cartes meulées. Et -7, vous gagnez un emblème avec vous pouvez jouer les terrains et lancer des sorts de permanent depuis votre cimetière. Ça fait beaucoup de choses pour 3 mana. J'ai l'impression de me répéter, hein, mais... Ouais. Ça fait beaucoup de choses. Par contre, elle me semble très fragile, hein, cette Vren. 4. Ouais. Tu vas transformer un de tes terrains en 3/3.
Ouais, mais ça coûte que 3. Ça ne coûte que 3. Je sais pas. Je sais pas. Ça ne coûte que 3. Ouais, mais t'en fais quoi après? Question, à part, en vrai, à part fixer, tu veux faire quoi? C'est un fixeur qui est fragile, ça c'est sûr. Derrière, t'as le côté le -7 qui est quand même assez con. Ouais. C'est quand même assez con. Oui. Dans les jeux qui veulent jouer avec le cimetière, oui, l'automol, tout ça, Muldrota, oui, en effet, t'es là. Muldrota, Wingrace. Ouais, ça peut fonctionner pas mal. Tous les decks automol, hein. Je suis pas un grand fan des decks automol, là, c'est pas ma cam, mais il y en a qui vont apprécier cette carte. Moi non plus, dit-il, alors qu'il joue au néoplasme. Mais je sais pas, elle me laisse un goût... bizarre, c'est à tester encore, je pense. Mais il y a des choses qui sont intéressantes dessus, ça on peut pas l'enlever. La carte est jolie. Ça aussi, on peut pas l'enlever. On va parler un peu des batailles qui restent en vert avec l'invasion d'Ikoria. Une bataille siège qui arrive qui coûte X et 2 verts. Elle arrive avec 6 marqueurs sur elle. Quand l'invasion d'Ikoria arrive sur le champ de bataille, cherchez dans votre bibliothèque et ou votre cimetière une carte de créature non humain avec une valeur de mana inférieure ou égale à X. Mettez-la sur le champ de bataille. Si vous cherchez dans votre bibliothèque de cette manière, mélangez. Et une fois qu'on aura enlevé les 6 marqueurs, on peut transformer ça en Zilorta, Zénith d'Ikoria, créature légendaire dinosaure, 8/8, portée. Pour chaque créature non humain que vous contrôlez, vous pouvez faire que cette créature attribue ses blessures de combat comme si elle n'était pas bloquée. Tellement de choses dans cette carte. Tellement de choses. Commençons déjà par un tutor. Hein. Enfin, c'est un Green Sun Zenith, hein, le truc. Sans la condition. C'est un final vert même. Parce qu'il va chercher le cimetière. Oui, il va chercher dans le cimetière, c'est vrai. Donc la seule condition, c'est non-humain. Oh zut. Oh là là. Tu pourras pas les chercher en tracker de Ulvenwald. Ah, mon dieu. Mais très bien. En fait, le X double vert est tout à fait justifié. 6, c'est beaucoup, mais c'est complètement justifié quand tu vois Zilorta, parce que... Oui. Ah bah tiens, tu me bloques. Bah j'en ai rien à foutre. Voilà. Donc tu pourras tuer ma créature peut-être, mais je vais te mettre tout dans la tronche. Donc c'est assez intéressant là-dessus. Tu fais... ou tu te démerdes pour que ton X soit égal à 6, et tu vas chercher un truc que t'es sûr qu'il passe. Oui, bien sûr. Non mais moi je te parle de Zilorta. Oui, mais moi je te parle parce que t'as dit 6, c'est justifié. Mais mettons, tu vas chercher Vorinclex. Oui, bien sûr, oui, voilà. Mais non, mais ça passe, quoi. C'est juste... derrière, Zilorta, pour moi, c'est complètement justifié, parce que ça peut être un kill. Sur un board bien rempli, tu tues un adversaire. Ouais. C'est pas mal du tout. Ouais. Et puis, ce qui est bien, c'est que Zilorta a la portée. Bon, du coup... en même temps, t'as vu la taille du machin. Oui. J'espère bien que ça a la portée. Bien. Autre bataille, c'est l'invasion de Chandalar. Oui. Une bataille siège qui coûte 5 dans 2 verts et qui arrive avec 4 marqueurs défense sur elle. Quand elle arrive sur le champ de bataille, renvoyez dans votre main jusqu'à 3 cartes de permanence ciblées depuis votre cimetière. Et de l'autre côté, c'est le déferlement de la ligne lait, un enchantement qui dit qu'au début de votre entretien, vous pouvez mettre sur le champ de bataille une carte de permanent de votre main. C'est con, hein. Triple Rigros, ça a que 4 marqueurs dessus. Y a pas de limite. C'est Chandalar. C'est beaucoup. C'est Chandalar, hein. Y a pas de limite. Hein. Y a pas non, mais ça va être fort. Hein. Ça va être fort dans les decks où ça va être joué. Donc, de toute façon, beaucoup de permanents, beaucoup de créatures. Big Green. Les decks Big Green à la con, là. Le Omnat 1 et tout, tu vois. Omnat 1, Selvala. Non, pas Selvala. Si, Selvala. Tu peux faire comme ça. Beaucoup de créatures, enfin tous les decks qui vont être quand même assez fat en termes de créatures, ça peut être pas mal du tout, et t'es même pas obligé de mono vert, quoi. C'est super efficace en dehors. Bon, on continue, il nous en reste un petit peu, on va passer au multicolore. Oui. Et on commence avec le Maréchal de Zhalfir, qui est une 2/2 pour un blanc et un bleu, c'est une créature humain et chevalier. Les autres chevaliers que vous contrôlez gagnent +1/+1. Et pour un blanc et un bleu, engagez une autre créature ciblée. Bon, la dernière capacité, on s'en fout un peu. Ouais. C'est pas trop pour notre... C'est un lord. Par contre, c'est un lord. C'est un lord chevalier. Voilà. C'est bien. Et il coûte que 2, il est très bien. Très bien. Voilà, c'est cool. La carte suivante, c'est la perfection sculptée, un enchantement qui coûte 4, dont un blanc et un noir. Quand elle arrive sur le champ de bataille, incubée 2. Et les directions que vous contrôlez gagnent +1/+1. C'est un lord. C'est bien. C'est un lord, mais c'est sous forme d'enchantement, donc c'est un peu plus... C'est un peu plus cool, ouais. La carte suivante, c'est la Furie à griffes d'orage. C'est une créature ogre et guerrier. C'est une 2/2 qui coûte un incolore, un noir et un rouge.
Et pour un incolore, sacrifiez une autre créature ou un autre artefact. Mettez un marqueur +1/+1 sur la furie à griffe de rage et piochez une carte. N'activez que lorsque vous pourriez lancer un rituel. Alors, c'est assez cool parce qu'en fait, on est en noir-rouge, donc sacrifice noir-rouge. Ça va. Je pense qu'on peut valider que c'est une combinaison de couleurs qui marche bien. On sait faire. Mais par contre, qui fait piocher, t'es là, ah ouais. Et que c'est pas un effet qui dit quand une créature meurt, pioche. Ouais, créature non jeton. Oui, par exemple, ouais. Tu peux sacrifier ton jeton qui va mourir. Tu peux sacrifier ton incubateur aussi. Tu peux sacrifier ton trésor que t'as fait avec ton Pity la Splendor. Ouais, en fait, c'est ça qui est cool parce que t'as l'option artefact ou créature déjà dessus. Bon, il y a le boost pour elle qui est anecdotique, mais. On s'en fout, tu pioches une carte. J'ai presque envie de dire, ça lui permet de résister ensuite à toutes les gestions, les attaques, etc. Elle peut se montrer utile. Ou tu la boostes de fou et après tu la flingues. Oui, après tu la flingues aussi. Tu la flingues sur quelqu'un. Voilà. Mais après la restriction uniquement rituelle, c'est compréhensible, ça serait beaucoup trop con si ça l'était pas. Ça ferait des phases un peu bizarres. Mais c'est une bonne carte en fait. Ouais. C'est juste une bonne carte. Ouais. Bataille! On va attaquer les batailles. Avec l'invasion d'Alara, parce qu'il en fallait une. Donc une bataille siège qui coûte 1 de chaque couleur, qui arrive avec 7 marqueurs défense sur elle, et quand elle arrive sur le champ de bataille, exilez les cartes du dessus de votre bibliothèque jusqu'à ce que vous exiliez 2 cartes non-terrain avec une valeur de mana inférieure ou égale à 4. Vous pouvez lancer l'une de ces 2 cartes sans payer son coût de mana, mettez l'une d'elles dans votre main, puis mettez les autres cartes exilées de cette manière au-dessous de votre bibliothèque dans un ordre aléatoire. De l'autre côté, c'est un rituel qui s'appelle éveiller le Maelstrom, pardon. Éveiller le Maelstrom est de toutes les couleurs. Oui. Et un joueur ciblé pioche 2 cartes. Vous pouvez mettre sur le champ de bataille une carte d'artefact de votre main. Créer un jeton qui est une copie d'un impermanent que vous contrôlez. Répartissez 3 marqueurs +1/+1 entre 1, 2 ou 3 créatures que vous contrôlez. Détruisez un permanent ciblé qu'un adversaire contrôle. Tout ça. Tout ça pour seulement un mana de chat qui est 7 dégâts. Bon, enfin, en vrai, là, c'est un mème, tu vois. C'est un mème. J'aime beaucoup la fausse double cascade au début. Ouais. C'est... Et après, bon, éveiller le Maelstrom... 5 couleurs good stuff, et puis voilà, tu fais un peu du boubouillé, voilà, t'es content. Mais est-ce qu'on a besoin de commenter plus ? Je suis désolé, mais là, il n'y a rien à dire. C'est trop drôle. C'est marrant, et puis voilà, quoi. C'est pas très fort, quand même. L'invasion suivante, c'est l'invasion d'Ergamon. Ça coûte un rouge et un vert. Ça arrive avec 5 marqueurs. Quand l'invasion d'Ergamon arrive sur le champ de bataille, créez un jeton trésor. Puis vous pouvez vous défausser d'une carte. Si vous faites ainsi, piochez une carte. De l'autre côté, c'est le chargeur des falaises de Trouga. C'est un rhinocéros 3-4 piétinement. Quand le chargeur des falaises de Trouga arrive sur le champ de bataille, vous pouvez vous défausser d'une carte. Si vous faites ainsi, cherchez dans votre bibliothèque une carte de terrain ou de bataille, révélez-la, mettez-la dans votre main, puis mélangez. Ouais, bah alors, d'un côté comme de l'autre, en fait, on a une plus-value qui est intéressante, en fait. Pour pas cher, en plus, pour l'invasion d'Ergamon, à 2 mana, donc... parce que le trésor, puis ensuite le fait de pouvoir looter... Là, le côté invasion, il est vraiment bien. Et c'est peut-être aussi pour ça qu'il y a autant de points dessus à mettre. Ouais. Et le chargeur des falaises de Trouga, bah en fait, il est super intéressant, parce que bah, vous avez aussi ce côté... ah bah tiens, je vais aller chercher un terrain ou une bataille. Et c'est un tutor à bataille. Ouais, c'est ça qui est bien. C'est un des rares, donc voilà, on peut le signaler. Mais c'est cool, vraiment. Ouais. C'est une bonne carte. Et je me rends compte que d'ailleurs, c'est la première bataille Unco dont on parle, pour le moment. Ou l'une des premières. Ouais. On n'en a pas parlé de beaucoup, voilà, parce qu'il y en a beaucoup plus. Ouais. On continue avec l'invasion de Nouvelle-Capena, qui est aussi une Unco, celle-ci. Ouais. Donc une bataille siège qui arrive avec 4 marqueurs. Elle coûte un blanc et un noir, et quand elle arrive sur le champ de bataille, vous pouvez sacrifier un artefact ou une créature. Quand vous faites ainsi, exilez une cible, artefact ou créature qu'un adversaire contrôle. Et de l'autre côté, c'est le canon incinérateur sacré, un artefact équipement. À chaque fois que la créature équipée attaque, mettez un marqueur +1/+1 sur cette créature, et sur chaque autre créature que vous contrôlez qui partage un type de créature avec elle. Et elle a équipement 1, et je vais te laisser lire le flavor text. Ils utilisent ma réserve de Halo pour faire quoi ? Jetmir. Alors, beaucoup de trucs à dire pour ma part hein, sur cette invasion-là. Déjà, le coût, très peu. 2, super. Ça arrive, on enlève un de nos trucs, on enlève un de nos... Je sais pas, un jeton, par exemple. Oui, un trésor. C'est bien, un jeton, ou un incubateur. Et comme ça oblige quelqu'un à enlever un truc. Déjà, ça c'est bien. Après, tu mets 4 blessures. Vu que t'es dans les couleurs des decks jetons, ça devrait aller. Et après, t'as un équipement qui fait que du coup,
t'as une bête, elle va devenir vraiment très bien. Ouais. Enfin, c'est l'effet d'Edgar Markov sur un équipement. Ouais. Alors, l'effet à l'attaque d'Edgar Markov, hein, pas l'effet en zone de commandement. Mais par contre, du coup, je me dis que dans Edgar Markov, c'est quand même très fort. Bah, dans tous les decks tribaux, en fait, en blanc-noir, tu te dis... Alors, par contre, qu'est-ce que t'as comme tribal blanc-noir ? Phyrexian. On a, du coup, le vampire. Esprit. On a Esprit. Il doit y avoir... Ouais, vampire, tu l'as dit. Ouais. Esprit en blanc-noir, ça va être compliqué. Hein. Ouais, c'est plutôt jeton, Esprit, oui, ça mais peut ça se faire. fait... Mais voilà, c'est... Humain, oui, peut être blanc-noir avec Kudro. Girina, ouais. Non, l'autre... Oui, Papy. Voilà, Papy ou Girina, en effet. Mais voilà, il y a des combinaisons qui peuvent être faites là-dessus, mais... C'est vrai que c'est pas le... chevalier aussi, du coup. Moi, je le verrais bien dans Gavé. Ah oui, aussi. Tu mets ça sur un saprobionte, t'attaques avec un saprobionte, tous tes saprobiontes, ils grossissent. Oh mon dieu, les saprobiontes! Que se passe-t-il? Mais ouais, mais c'est vrai que c'est assez intéressant, en fait. Là, il y a de la recherche à faire autour sur quel deck pour l'utiliser, mais... Ça fonctionne bien, en fait. Ouais, et comme dit, moi, la petite gestion sur la phase bataille, c'est pas trop... Elle est pas mal du tout. Hein. Alors, on va parler de l'invasion de la nouvelle Phyrexia. C'est une bataille siège qui coûte X, un blanc et un bleu. Elle arrive en jeu avec 6 marqueurs. Jusque-là, ça va. Quand l'invasion de la nouvelle Phyrexia arrive sur le champ de bataille, créez 2 jetons de créatures 2/2 blanches et bleu chevalier avec la vigilance. Les rata tout de suite. Oui. Ouais. Alors, là, vous vous dites, mais du coup, ça sert à quoi de payer X? Puisque de toute façon, on va faire 2 jetons. C'est là que l'on peut féliciter les gens qui traduisent les cartes, puisque dans la version originale, c'est créer X jetons de créatures. Ce qui veut dire qu'encore une fois, les Français ont du talent. Nous, notre invasion de la nouvelle Phyrexia... est meilleure. Elle est meilleure, parce que du coup, pour 2, t'as 2 jetons de 2. Donc oui, en fait, c'est X. Voilà, il faut payer X et ça fait X jetons. De l'autre côté, c'est un Planeswalker, c'est Teferi Akosa de Zalfir, Planeswalker légendaire Teferi, qui arrive avec 4 marqueurs loyauté. Son plus 1, piochez 2 cartes, défaussez-vous ensuite de 2 cartes, à moins que vous ne vous défaussiez d'une carte de créature. -2, vous gagnez un emblème avec les chevaliers que vous contrôlez ont +1/+0 et ont parade 1. Et -3, engagez X créatures que vous contrôlez. Quand vous faites ainsi, mélangez un permanent non-terrain ciblé avec une valeur de mana inférieure ou égale à X qu'un adversaire contrôle dans la bibliothèque de son propriétaire. Ouais, il y a beaucoup de choses à dire là. L'invasion de la nouvelle Phyrexia, du coup, dans sa version normale, et non pas la version française, elle est très intéressante. Elle est très bien. Hein. En fait, l'avantage c'est que tu peux la jouer dès le tour 2. Ouais. Voilà, dès que t'as 2 mana, paf, pour 2 mana, c'est très bien. La jouer pour plus, en fait, ça vous donne l'avantage de gagner un board qui va pouvoir éventuellement battre la bataille derrière, donc vaincre la bataille. Donc ça peut être intéressant aussi en fonction des situations, donc, pourquoi pas. Le Teferi... il est pas si fier... Enfin, il est pas fou, hein. Il met des emblèmes. Il met les emblèmes, et du coup, en fait, il est très tribal chevalier, ce qui est très étrange quand tu compares avec les anciens, mais t'es là, après, voilà, le Zalfir, on a vu ce côté très chevalier avec le deck à côté, donc bon... Mais enfin, même le plus 1... Tu veux jouer Invasion de la nouvelle Phyrexia dans un deck chevalier, là-dessus on est d'accord. Ouais. Mais maintenant, le truc c'est bizarre. Le plus 1, t'as pas envie de te défausser de carte de créature en fait, vu que tu... Quoique... Alors, avec Sidar... Avec Sidar Jabari, en effet, tu as envie... tu as envie de pouvoir... Mais c'est con, parce que Sidar, il est dans son deck, il est pas dans le set. Donc du coup, tu peux pas dire, attends, mon Teferi, il est synergique avec le commandant du deck. T'es là... Oui, mais le deck, il est là. Et ce serait bien dans un 20-20 non? Ouais, mais il coûte un peu cher, à mon avis, le Teferi. Donc, c'est... Non, mais voilà, bon... Après, le -2 est bien. Le -3 est... Le -3, il est Osef. Ouais, voilà, quoi. Qu'est-ce qu'ils ont fait à Teferi, quoi? Je sais pas, c'est vraiment bizarre. Il a perdu, un peu en puissance. Bizarre. Dernière carte multicolore et dernière bataille pour cette vidéo. Enfin... l'invasion de Tolvada, une bataille siège qui coûte 5, dont un blanc et un noir, qui a 5 marqueurs quand elle arrive en jeu. Et quand elle arrive sur le champ de bataille, renvoyez sur le champ de bataille une carte de permanent non-bataille ciblée depuis votre cimetière. Et de l'autre côté, c'est le ciel fracturé, un enchantement qui dit que les jetons de créatures que vous contrôlez gagnent +1/+0 et ont le lien de vie. Et au début de votre étape de fin, créez un jeton de créature 1/1 blanche et noire, esprit avec le vol. C'est pas mal, hein. C'est pas mal du tout. Tu mets ça dans les decks Teza Karlov. Ouais. Parce que du coup, t'as les triggers de mort, donc t'auras des permanents au cimetière, donc tu vas jeter ton invasion, tu vas pouvoir le ramener.
5, c'est relativement facile à faire dans ce genre de deck où tu vas avoir quand même pas mal de jetons. Et après, du coup, ciel fracturé, ça te remercie, ça te 5, c'est très correct pour amener n'importe quel type de permanence, sauf bataille. Bon, voilà, t'es là. Ouais. Et derrière, t'as un truc pour booster tes esprits, enfin tes jetons. Et puis t'en fais en plus. Et t'en fais. Tu peux jouer aussi avec, comment elle s'appelle l'autre celle qui fait autant de jetons esprits que le nombre de jetons que t'as créé ce tour-ci. Ah, Thalys. Thalys, voilà. Comme le train. C'est ça. Oui, c'est vrai. Mais voilà, Thalys est très bien aussi, en fait, avec ce genre de carte. Ouais. Voilà. Donc, ouais. J'aime beaucoup cette bataille. Bah ouais, elle est très bien. Moi, les deux batailles Orzhov sont vraiment cool. Je la trouve très équilibrée, en fait. Ouais. Vraiment, elle est bien designée. Franchement, chapeau. On va passer aux artefacts. Il y en a 2. Le premier, c'est Brise au Royaume, l'arbre d'invasion. C'est un artefact légendaire qui coûte 3. Pour 2 mana et on l'engage, un adversaire ciblé meule 3 cartes. Mettez sur le champ de bataille engagé et sous votre contrôle une carte de terrain de son cimetière. Elle acquiert si ce terrain devrait quitter le champ de bataille, exilez-le à la place de le mettre autre part. Et pour 10 incolores, on l'engage, sacrifiez Brise au Royaume, cherchez dans votre bibliothèque n'importe quel nombre de cartes de Praetor, mettez-les sur le champ de bataille, puis mélangez. 5 couleurs Morofond, Tribal Praetor, let's go. Ça, le pire, c'est que vous pouvez pas mettre un Praetor à la tête du deck, parce que dans tous les cas, il n'y a pas de Praetor... les Morofond. Oui. Mais je sais pas, le Brise Royaume n'est pas une excellente carte pour moi. Pas fou. En fait, la capacité à 2, la première capacité activée, t'es là, c'est un adversaire, il meule que 3 cartes, ce qui est pas non plus exceptionnel. Et après, ouais, tu peux récupérer des terrains. Tu peux récupérer des fetch, hein. C'est plutôt sympa, quoi. Mais le seul gros problème que je vois, c'est qu'en fait, on s'en branle, quoi. Ouais. Là, tu payes 3 manas, puis ensuite tu dois payer 2 manas à l'engager pour aller essayer de taper dans un adversaire, et que t'es même pas sûr en plus qu'il est terrain. Alors après, tu récupères dans ton cimetière, pas dans les cartes mollées, heureusement. Donc là, tu vas essayer de cibler ceux qui, justement, jouent des fetch, etc. Mais, en fait, pour moi, encore une fois, c'est une carte que tu peux pas jouer en dessous d'un certain niveau. C'est-à-dire que si t'as pas des joueurs qui jouent des fetch en face, même les fetch du pauvre, hein, tout ça, ça va pas être utile. Ouais. Voilà. Et le coup à 10, bah, il sera LOL pour le deck Praetor si tu veux en monter un. C'est ça, et puis c'est un petit clin d'œil à l'arbre monde qui allait chercher pour 2 manas de chaque, qui allait chercher des dieux. Et voilà, là c'est full incolore et ça va chercher les Praetors. C'est rigolo. Mais bon, du coup, vous en avez 15 qui existent, et voilà. 16 Geeks, c'est un Praetor. Ah oui, Gix aussi, ouais, en effet. Voilà. Et donc du coup, on en a 16. Mais est-ce que vous faites un deck avec 16 cartes dedans qui n'ont aucun rapport entre elles en plus? Excusez-moi, mais j'ai un petit doute. Ouais, mais tu fais chier tellement de monde. Si t'arrives à mettre les... Ah oui, oui. Tu vois, genre... Oh la vache, ouais, bah ouais. Tu te bouffes 2 Elechnorn de chez Oldred... Ouais, non, savoir flou, tire un peu la gueule, oui, en effet, c'est sûr. Savoir flou, quand même. Mais ouais, je sais pas. Le Brise Royaume, moi, il m'inspire pas du tout, du tout. Ouais. Par contre, la carte suivante, bah, on va en parler. Oui, c'est bien. L'épée de Jadis et d'avenir, un artefact d'équipement qui coûte 3, qui s'équipe pour 2. La créature équipée gagne +2/+2 et a la protection contre le bleu et le noir. Chaque fois que la créature équipée inflige des blessures de combat à un joueur, surveillez 2. Puis, vous pouvez lancer un sort d'éphémère ou de rituel avec une valeur de mana inférieure ou égale à 2 depuis votre cimetière sans payer son coût de mana. Ce sort devrait être mis dans votre cimetière, exilez-le à la place. Ah, c'est la dernière épée. Donc du coup, on a Dimir surveille et joue avec des caca dans ton cimetière. C'est rigolo. Mais ça sera ma réflexion. C'est rigolo. Je pense que peut-être qu'on voit pas aussi le truc. Ça se trouve, il y a des trucs intéressants à faire avec. Hein. En fait, moi, le surveiller 2, je le trouve intéressant. Ouais. Mais le problème, c'est la restriction au niveau du coût sur les éphémères actuels. Ouais, bah il fallait pas que ce soit trop fort non plus. Ouais, c'est sûr. Mais là, il y a peut-être... je vais pas dire qu'il y a une erreur de design, mais c'est peut-être un peu dommage qu'ils aient essayé de faire quelque chose d'un peu fort, et du coup qu'ils ont été obligés de restreindre pour éviter que ce soit trop pété. Bon. Ouais. Mais c'est peut-être pas... C'est honnêtement, pour notre format, je suis pas sûr que ce soit intéressant, à cause de la restriction à 2 mana. Oui, mais t'as des gens qui vont le jouer parce que c'est la 10ème épée. Bien sûr. Puis bon, protection contre le bleu et le noir, bah au moins t'es protégé contre les gestions. Les zombies. Après, c'est vrai que c'est pas forcément les 2 couleurs dans lesquelles t'as le plus de créatures. Contrairement à celle qu'on avait eue avant avec la rouge et vert. Vert où t'es bien protégé, quoi. Ouais, c'est pas mal ça, ouais, en effet. Ouais. Mais voilà. Et on est au bout. Oui, on a fini. Il y a pas de terrain parce que il y avait pas de terrain. Eh, ça va, on n'a pas trop débordé, hein, je trouve. Donc bon, c'est assez correct. Ouais. Donc, petit bilan un peu de cette édition. Ouais. Petit mouet.
J'attends vraiment de voir 2 trucs. Bon, le vert a repris un peu de cartes pétées, c'est bien, parce qu'il lui en manquait là depuis 2-3 sets. Ouais, c'est vrai qu'il est Le blanc continue d'avoir des très bonnes cartes. Ouais, là, des cartes sympas pour ce qu'ils ont. Le noir et le rouge ont été mis carrément de côté. Les deux sont pas top. Il y a des bonnes cartes dedans, mais... C'est les thèmes abordés, en fait, c'est ça. Ouais. Et le bleu un peu, bah du coup, c'est con parce que j'étais pas avec toi pour la vidéo des commandants, mais c'est un peu le sentiment que j'avais aussi avec les commandants, c'est que c'est des cartes qui... Mais je pense qu'on va avoir le sentiment là, parce que le jeu, il évolue, mais c'est des cartes où maintenant, on voit la carte, on se dit oui, ça va bien là, mais c'est pas assez pour avoir son truc en lui-même. Et là, c'est pareil, c'est plein de cartes qui vont dans des petits trucs qu'on connaît déjà, et... C'est vraiment dommage qu'on n'ait pas tourné la vidéo des commandants ensemble. Ouais, parce que t'étais pas d'accord. Ah bah non, les commandants, en fait, il y en a quelques-uns qui m'ont semblé... Bon voilà, c'est une review du set, du coup. Les commandants, il y en a quelques-uns qui m'ont semblé très convenus, mais il y en a beaucoup qui étaient très originaux, notamment le cycle des prétors, les cartes qui se flippent, Phyrexian. Oui, mais... Il y a beaucoup de choses originales aussi dedans. Et même les combinaisons de commandants, des fois, donnent des trucs assez... Ouais, mais c'est des trucs il y a rien qui... Enfin, moi, de ce que j'avais vu, vu que c'est un mix, c'était littéralement un mix de 2 persos, c'est sûr que t'allais dire, bah en fait oui, c'est ça et ça, mais il y avait rien qui m'a transcendé quand je les avais vus. Bah après, c'est un peu toujours pareil, c'est que, voilà, pour résumer un peu Magic aujourd'hui, voilà, vous avez le droit à un bonus, mais je pense qu'aujourd'hui c'est compliqué de réussir à nous surprendre sans commencer à sortir vraiment beaucoup des clous. Oui. Ça devient très compliqué. On a des attentes et en fait... Pour moi, c'est plus la façon dont les sujets, les stratégies sont abordées que réellement l'originalité à 200%. C'est pas possible d'être original à 200%, sinon tu changes complètement le jeu, en fait. Bien sûr. Et là, même là, les batailles, moi je trouve que c'est une dynamique qui est intéressante. Tiens, il faudrait que je vois, mais à mon avis, ça va... Je sais pas si ça risque pas d'être un peu un pétard mouillé ou... Les batailles ? Ouais. Je pense pas que ça sera très puissant, je pense juste que ça va être utile pour les gens qui voudront s'en servir et qui auront le deck adapté pour. Par contre, ça va être très aggro ou alors très burn. Mais bon, du coup, en commandeur, sera plus aggro. Et le côté, les autres joueurs peuvent attaquer dessus, honnêtement, à moins d'avoir un côté politique intéressant et que la partie tourne dans un sens où tu peux l'utiliser, je pense que la plupart du temps, ça va être tu te démerdes tout seul pour la défoncer. C'est tout. Parce que c'est pas le but de la carte, en fait. Les autres joueurs peuvent l'attaquer, c'est uniquement parce qu'il y a l'ultra de tête qui existe en limité. Voilà, vous le saurez. C'est la raison principale d'existence de cette clause-là. Sinon, elle n'existerait pas. Ouais. Voilà. Mais ouais, sinon, oui, blanc qui continue à avoir des bonnes cartes, le vert qui a vraiment eu des bonnes cartes, bleu c'est mignon sans plus. Mais il y a des trucs sympas, mais il y a quelques cartes qui sont vraiment bien, mais j'ai rien trouvé de transcendant dans l'extension. Et même, honnêtement, quand on a préparé le script, il y a beaucoup de cartes, notamment, vous allez nous dire, ouais, mais vous avez pas parlé de tel rare ou tel mythique, et c'est impressionnant le nombre de rares et de mythiques qu'on a passé. Sans aucune hésitation, on a lu la carte, on était là, on passe, c'est pas pour nous. Alors après, pour d'autres formats, on a vu des cartes qui étaient très intéressantes, je veux dire, pour le moderne, pour le standard, moi j'étais là, ah oui, il y a des trucs, quoi, enfin, ça se joue. Donc j'espère qu'eux, ils s'éclateront de leur côté, mais je pense que l'invasion des machines, pour le commandeur, c'est pas forcément une énorme extension. C'est une bonne extension, c'est ça, mais c'est pas une énorme extension. Exactement. Voilà. Puis on verra avec Aftermath comment ça... Enfin, le jour d'après, comment ça va finir. Le jour d'après. Mais oui. Voilà. On va voir comment ça se passe tout ça. Yes. Mais voilà, on est arrivé au bout de l'invasion des machines. On espère que ça vous a plu et que vous avez tenu jusque-là après tant d'heures de vidéos. Mais voilà, donc on se retrouve prochainement pour d'autres vidéos, pour la vidéo sur l'invasion des machines le jour d'après. Et puis voilà. Et on sera bon. Et on parlera d'autre chose, et puis après on parlera du Seigneur des Anneaux, et puis après on parlera d'autre chose, et puis après on parlera de Commander Master. On va essayer de caler une petite deck tech. Ouais, des petits épisodes entre deux, voilà, vous inquiétez pas trop. Analyse d'édition, là, on avait fait un gros run, ensuite on a eu le temps de faire un break, et c'était bien. Et pendant le break, même vous aviez aimé, donc voilà. Donc, bientôt les seconds couteaux V2. Bah en vrai, ouais, pourquoi pas. On va faire autre chose aussi, mais bon, voilà. Bref. Allez, sur ce... À la prochaine. Salut. Bye bye.